Hello tout le monde, c'est Corentin alias Seyo et on se retrouve pour le petit épisode 3, la cool. Et donc aujourd'hui, on part de chez Bouli, si je ne m'abuse, en direction de chez Mélissa qui habite à Flumet, juste à côté de Megève, où j'ai fait un petit mois de saisonnier. Et donc voilà, on va aller à la rencontre de cette Mélissa qui m'aura fait penser à beaucoup de choses, qui aurait été un vrai maître spirituel pour moi, qui m'aura appris à être objectif avec mes ressentis et mes émotions, mais ça on le découvrira un petit peu plus tard. Et donc on est parti en direction de Flumet, donc à pied depuis chez Bouli. Et donc je vais marcher tranquillement le long de cette voie verte qui continue, qui est interminable, vraiment la voie verte, waouh, j'en ai ras le cul. Ça me rappelle quand j'étais sur Compostelle, dans les Landes, où en fait on marche sur des voies vertes, pareil, des pistes cyclables bétonnées, où tu ne vois pas le bout tellement c'est long, parce que c'était des anciennes voies ferrées, et ça ne s'arrête jamais, quoi. Et tu te demandes quand est-ce que tu vas arriver. Et donc voilà, je marche tranquillement le long de cette voie verte. J'avance. Puis bon, bah, il se passe rien de particulier à part mes réflexions, parce que justement, je vais retrouver Mélissa. Et donc, je me pose pas mal de questions sur mes émotions, etc., sur mes ressentis, où j'essaye d'être le plus objectif possible. Parce qu'il faut savoir que du coup, Mélissa, je l'ai rencontrée à Megève un mois et demi plus tôt. Donc quand je suis arrivé à Megève, j'y suis allé avec mon ami Karim. Et donc voilà, on était tous les deux saisonniers, etc. Et sur Messenger, il y avait un groupe de saisonniers. Donc Karim a discuté un petit peu avec Mélissa. Et donc on s'est rencontrés avec Mélissa, Gwen, Karim et moi-même autour d'un verre. Au bistrot de Megève avec Nina, la serveuse à qui je passe le coucou. Et donc voilà, donc on s'est rencontrés et directement on a vraiment connecté dans le sens où, je sais pas, j'ai ressenti cette connexion avec elle, ce lien, où voilà quoi, elle avait un petit quelque chose et on se comprenait, on s'entendait très bien et j'ai vu qu'elle avait un fort potentiel spirituel. Et donc du coup, voilà, il y a pas mal de personnes comme ça où quand je les rencontre, tout de suite je sens ce petit truc en plus, quoi, je sens ce petit lien. C'est des personnes pour qui j'ai une affection particulière, qui me plaisent. Et justement, je savais pas trop quelle était la nature de ce sentiment, de ces émotions que je ressentais pour ces personnes-là. Et donc, du coup, je vais au cours des jours qui suivent et jusqu'à aujourd'hui même, enfin jusqu'à hier soir plus précisément, à savoir que là, on est le 10 janvier et que ça, enfin, ça devait être le 2, je pense, que je suis arrivé chez elle. Mais enfin, bref, du coup voilà, donc je vais devoir faire l'expérience des émotions, essayer de comprendre vraiment, d'être parfaitement objectif avec mes ressentis, etc. Et donc, pour en revenir donc à là où on en était, on va se rencontrer donc autour d'un verre, etc. Et on va plutôt bien connecter, mais je le sais, j'ai déjà fait ça 3 fois, je ne peux pas m'engager dans une relation ou quoi que ce soit. C'est tout simplement impossible pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis sur les chemins et que je marche tous les jours et que du coup je ne reste pas à un endroit fixe et donc que je ne pense pas rentrer avant au moins 1 an et demi, 2 ans chez moi. Ce qui fait que bon entretenir une relation à distance, je ne vois pas l'intérêt du tout. Enfin, on en reparlera plus tard, mais voilà, il n'y a pas d'utilité à se mettre en couple ou quoi que ce soit avec qui que ce soit. Ce serait même un petit peu débile. Et puis en plus de ça, voilà, j'ai déjà eu 3 fois l'expérience où justement j'étais avenant avec ces personnes qui me plaisaient, où voilà, où je montrais mes sentiments, etc. Et où j'essayais de séduire ces personnes qui ont fini par être séduites et qui au final, j'ai dû les abandonner parce que voilà, ma destinée n'est pas de me mettre dans un ménage avec une personne et de passer ma vie avec. Je suis pas venu sur Terre pour ça du tout. Et donc du coup, quand même 3 fois j'ai dû quitter des femmes pour lesquelles j'avais des sentiments forts. Donc j'ai assez souffert de cette situation, j'ai surtout vu d'autres personnes souffrir de cette situation et du coup voilà, je ne souhaite pas faire souffrir ni les autres ni moi-même et donc j'ai décidé de ne pas être du tout avenant avec Mélissa dans le sens où j'étais très gentil, etc. Mais j'étais pas dans la dragouille, dans le flirt, si vous voyez ce que je veux dire. J'étais vraiment pas dans le flirt et c'est vraiment pas ce que je recherchais. Enfin,
c'est du moins pas ce que je pensais, même si c'est pas ce que je recherchais, parce que justement je ne peux pas y arriver. Il y a toujours cette part en moi de désir pour les personnes que je peux rencontrer, etc. Et donc voilà, Mélissa va me faire un énorme travail d'objectivité avec moi-même, avec mes émotions, avec mes ressentis, etc. Mais ça arrivera beaucoup plus tard. Parce que du coup, voilà, cette Mélissa, je l'ai rencontrée et tout de suite, on a parlé spiritualité, etc. Donc il y avait Gwen et Karim qui discutaient pas mal dans leur coin. Et Mélissa et moi qui parlions pas mal dans notre coin, etc. Et il n'y a pas beaucoup de personnes avec qui j'arrive à arriver à être cash et à dire les choses comme je les pense, etc. sans avoir trop peur du jugement. Mais avec elle, c'était très fluide. C'était vraiment... ça coulait de source, quoi. Les discussions étaient passionnantes. Et j'ai beaucoup aimé échanger avec elle dès le premier soir. Ce qui fait qu'on aura continué à échanger un petit peu par message le lendemain, etc. Mais ça s'arrête là, parce qu'en plus, elle a un copain, donc je veux surtout pas interférer dans ses relations et créer d'ambiguïté. Donc voilà, je parlerai un petit peu par message avec elle, mais pendant la journée du lendemain, et après ça s'arrêtera à peu près là, où on discutera vite fait par-ci par-là, et on se reverra. Mais voilà, donc du coup, cette Mélissa avec qui je me suis lié d'amitié, et pour qui j'ai une très grande affection, je vais du coup chez elle pour passer la nuit, et donc voilà, je marche jusqu'à comment ça s'appelle, Ugine. Donc à Ugine, où je me dis, bon bah voilà, pour rappel, j'ai quand même une sale tendinite, hein, je me tape des bornes avec une tendinite énorme, sans savoir que c'est une tendinite à ce moment-là. Du coup, bon bah je marche, quoi, hein, je me fais mon faverge Ugine tranquille, je sais pas combien il y a de kilomètres, mais tac, on va regarder très vite fait, Ugine. Ouais, voilà, c'est ça, tac tac, il y a 12 bornes, quoi. Donc en gros, je me fais mes... Ouais, j'étais à peu près à 12, parce que même il habitait à gauche de Faverges, Bouli, donc ouais, en gros, je me fais à peu près ouais, 13 kilomètres, histoire d'aller à Ugine, donc c'est 2h30 de marche quand même, c'est que du plat. Donc pour ça, c'est bien, mais c'est que de la piste cyclable, pour ça, c'est horrible. Vraiment, marcher sur les pistes cyclables, c'est un enfer, vous imaginez pas, parce qu'en fait, votre pied, il va faire toujours exactement le même geste, ce qui fait que votre cheville ne va pas bouger, etc. Que si vous avez une douleur, et vous allez continuer à appuyer sur cette douleur parce que vous faites toujours exactement le même geste. Il n'y aura pas d'autres mouvements où votre pied va se mettre sur la gauche, sur la droite, etc. comme sur des cailloux. Ce qui fait que c'est très désagréable et je marche avec une grande douleur mais que j'ignore littéralement. Je fais comme si elle n'était pas là et j'avance. Et donc je me retrouve à Ugine. Et donc arrivé à Ugine, je suis en bas, proche du collège, lycée, centre sportif, etc. Et je vois en haut alors non pas le centre-ville, mais le chef-lieu. On me le rappellera par la suite, parce que on est en Haute-Savoie, et donc du coup ce sont des chefs-lieux et non des centres-villes. J'adore l'expression. Et donc du coup, je croise un monsieur au niveau du collège, je lui fais ouais, comment je monte là-haut, quoi, parce que je voyais l'église, etc. Je me suis dit ça doit être le chef-lieu. Comment je vais là-haut? Et donc je lui dis excusez-moi monsieur, bonjour. Il était en train de promener son petit chien trop mignon d'ailleurs. Je lui dis ouais, comment je me rends au centre-ville? Il me regarde bizarre, il me fait ah, au chef-lieu. Je fais oui, au chef-lieu. Excusez-moi, je ne connais point votre langage. Et donc du coup il me dit ouais, voilà, t'as un petit chemin machin qui passe dans les bois qui te permet de monter là-haut. Donc hop, je prends ce petit chemin tranquillement. Et donc en fait j'avais une idée en tête, c'était de trouver un coiffeur. Parce que voilà, je voulais me couper les cheveux, même si je vais vite comprendre que c'est pas possible. Et donc du coup, je monte en haut, etc. Je cherche un coiffeur. Je trouve des coiffeurs, mais je vois c'était à peu près fermé, il était à peu près midi. Je dis oh, ok quoi, bon c'est pas grave. On va trouver un endroit où aller chercher à manger, puisque je crevais la dalle. Et j'avais ras le cul du riz, encore une fois. Donc voilà, j'étais toujours dans cette passe un petit peu désir, etc. On va pas manger de riz, on va se faire plaisir, on va se prendre un petit kebab. Je vois qu'il y a un kebab en bas, je fais bon bah allez, à la cool, on descend au kebab. J'arrive au kebab de Ugine, donc en fait si vous voulez j'ai tout monté pour arriver au chef-lieu et je dois tout redescendre par un autre chemin. Et c'est ouais, il y a peut-être je sais pas 100 mètres de dénivelé quoi, donc bam, je monte tout, je redescends, toujours avec le mal de pied phénoménal bien sûr, mon sac à dos de 15 kilos. Et donc je descends tranquillement, j'arrive au kebab et là, putain, j'arrive devant le kebab, machin fermé, alors que dessus c'est marqué en gros qu'ils sont bien ouverts le mardi, etc. Je dis, putain, vous foutez de ma gueule les gars quoi. J'ai le seum, bien blasé, etc. Donc je me dis bon, c'est pas grave.
on va aller voir à côté, il y a une pizzeria, on va aller voir à la pizzeria. Je vais à la pizzeria, machin. Putain, fermé aussi. Je fais bon, super. Comment on fait? Je vois une petite boulangerie, je fais bon, bah je vais aller à la boulangerie, à la cool. Je vais à la boulangerie, je me prends une petite galette des rois, ça je m'en souviens. Parce que je la finirai le soir. Et donc du coup, je prends une petite galette des rois et je suis plus une petite babiole, une petite quiche. Je prends une petite quiche aux légumes, à la cool, même pas au lardon, parce que je suis un vrai petit con et que j'étais en plein dans le désir. Donc je prends une petite quiche au lardon, ma petite, mais vraiment toute petite, genre une tartelette aux framboises, vous voyez, mais avec des lardons dedans. Et donc du coup, je prends ça, je prends ma petite galette, et il y a une laverie juste en face, je fais, bon bah voilà, je vais chez Mélissa ce soir, j'ai pas envie de gâcher mon temps, j'ai envie de dire avec elle à faire ma lessive, donc je vais aller faire mon linge tout de suite, comme ça je serai tranquille, même si c'est payant. C'est pas grave, de toute façon je vais rester juste un soir chez Mélissa, mon pied ira mieux demain, je pourrai tracer à la cool. Donc très bien, etc. Je fais ma petite lessive pendant ce temps-là. En plus de ça, pour faire ma lessive, je suis obligé de me dessaper, etc. dans la laverie. Alors je vais changer d'habit, hein, bien sûr. Mais voilà, je vais passer avec mon jogging au lieu de mon collant thermique, etc. Histoire de laver mes habits qui sont sales et d'en garder des propres. Donc bref, je me dessape dans la petite laverie. Je me change alors qu'il y a 2 caméras qui pointent pile sur moi. J'en ai rien à foutre. Et voilà, je lance ma petite lessive, je mange ma galette à la cool, enfin ma demi-galette, je mange ma petite quiche et la moitié de ma petite galette, vraiment une petite galette toute mignonne. Et donc voilà, je replie mes affaires, etc. Et je me dis, bon, allons chercher un coiffeur. Il devait être un peu plus de 14 heures, ouais, il était tout juste 14 heures même. Et donc je vais chercher un coiffeur, voilà, mon premier coiffeur, hein, machin, petite pancarte, nous sommes fermés jusqu'au 5, machin, bidule chouette. Bon, très bien. Je vais au deuxième coiffeur, machin bidule chouette, nous sommes fermés jusqu'au 5. Putain, les mêmes dates, je vous jure, les mêmes dates. Du 1er ou du 2 au 5, je crois. Alors, un truc de fou, je vais au troisième coiffeur. Le troisième coiffeur, il était sur le haut, du coup. Donc, en fait, si vous voulez, il y en avait 2 qui étaient proches de ma petite laverie. Et enfin, un juste à droite de la laverie, un autre un peu plus à gauche vers le carrefour. Et donc après, troisième coiffeur, il est dans le centre-ville, donc je monte en haut et tout, je remonte dans l'usine, à savoir que je pensais à prendre le bus à ce moment-là qui se prenait en bas, du coup ça me faisait un peu chier, mais je fais bon, c'est pas grave, on va monter, on va aller chercher ce machin, etc. Je vais au coiffeur, putain, pareil, fermé aux mêmes dates, je vous jure, fermé les mêmes dates. Je pète mon crâne, je fais oh, vous foutez de ma gueule là. Quatrième coiffeur, fermé aux mêmes dates. J'étais fou, je devenais fou. J'étais en mode, non mais là c'est pas possible les gars, vous vous foutez de ma gueule. C'est juste que je dois pas couper mes cheveux en fait. Tout simplement, je ne dois pas couper mes cheveux. C'est débile. En plus, j'ai presque pas d'argent, je veux me payer un coiffeur. C'est vrai que c'est con comme idée. Mais moi, j'étais encore enfermé dans ma matrice là, j'étais... Donc bref, là je me dis, bon ok, c'est peut-être que je dois pas couper mes cheveux. Je conçois. Donc je refuse de me faire couper les cheveux. Il y avait un autre coiffeur, mais qui était complètement à l'autre bout dans la zone commerciale. Je suis peut-être pas déconner, j'ai le pied en compote. Donc je renonce à ce coupage de cheveux, bon gré mal gré. Et donc je redescends tranquillement et du coup je regarde un peu les bus, tout ça. Je suis parfait, il y a un petit bus qui va de Ugine jusqu'à Flumet, c'est génial et tout. J'appelle du coup pour avoir les horaires, parce que c'était un petit peu flou, je comprenais pas trop. Et la dame me dit, ouais, machin. Alors il y a effectivement un bus, mais il est sur réservation. Comment c'est sur réservation? Elle me dit, bah, si vous voulez prendre le bus, faut appeler. Enfin, faut aller sur le site, faut appeler, machin, faut réserver, faut payer en ligne pour pouvoir, voilà quoi, pour pouvoir avoir le bus qui vient vous chercher et qui vous monte jusque là-haut. Je fais, ouais, putain, galère, etc. Faut payer en ligne. Moi, je suis là, j'ai ma carte bleue, mais j'ai plus une thune dessus. J'attends mes virements, etc. J'étais un peu dans la sauce. Du coup, je fais, bon, bah nique sa mère, on y va à pied. Et donc, c'est parti. Je suis de Ugine et donc, j'avance tranquillement. Et j'arrive au niveau d'un barrage EDF, etc. La centrale hydroélectrique d'Arly. Et là, je regarde, je vois la route en face de moi. Je suis, waouh. Ok, là, c'est tendu à faire à pied. Non pas parce que c'est une route difficile, mais parce que c'est une route très serrée où tu as des tunnels, etc., où tu longes l'Arly, en fait, qui est une rivière tout le long, en fait. Donc tu longes l'Arly, et là, c'est une vraie galère, vraiment une vraie galère. Compliqué de faire à pied, en plus. J'ai genre, je sais pas combien de kilomètres, puis j'ai le pied en compote, quoi. Donc bref, je vois ça, je me mets au niveau du barrage, il y a un endroit pile poil où les voitures peuvent s'arrêter, donc je lève le pouce un petit peu et tout. Je lève le pouce pendant quoi? Peut-être 10-15 minutes.
pas une bagnole qui s'arrête. De toute façon, il y a que des grosses bagnoles. Ces directions de Megève, c'est que les riches là avec leur gros Range Rover et tout le tralala. Vraiment, le Range Rover, c'est la Clio de Megève, quoi. C'est impressionnant. Mais enfin, bref. Donc, que des grosses bagnoles. Du coup, bah, bien sûr, personne me prend parce que les riches, ils pensent qu'à leur gueule. Donc voilà. Et donc, du coup, je fais, bon, bah, c'est pas grave, on y va à pied, quoi. Donc, je marche. Je me retrouve à Flumet. Et voilà, franchement, j'en avais un peu ras le cul. Il pleuvait, il faisait bien froid. Mais j'étais au sec parce que Christian m'avait donné une cape de pluie. Merci à lui. Et donc, j'arrive au niveau de l'office de tourisme, etc. Mélissa sortait du travail 1 heure après. Donc du coup, je me dis, bon, bah, la cool, quoi, on va aller dans la petite boulange. Mais j'avais oublié qu'on était à Flumet, juste à côté de Megève. Donc je me prends une petite tartelette et un chocolat chaud, j'en ai pour 8 ou 10 euros. En mode, super, ça va que j'avais ma carte bleue encore. Et donc du coup, je suis dans ma petite boulangerie, juste en face de la, comment ça s'appelle? Zut, de l'office de tourisme. Puis je mange, je bois vraiment tout doucement pour éviter de me faire virer à la cool. Puis voilà, puis il y avait mon gros sac en plein milieu, toutes mes affaires qui dégoulinaient et tout, mais bon, à la cool. Et donc, oh, j'ai eu peur, j'ai cru que ça enregistrait pas. Et donc voilà, Mélissa m'envoie un petit message, elle me dit j'arrive, elle me texte l'adresse, etc. J'arrive chez elle. Et donc voilà, tranquillement, donc j'arrive chez elle, elle m'ouvre la porte, très content de la voir, je pose mes affaires. À l'entrée, d'ailleurs immense chez elle, vraiment j'étais sur le cul, parce que mon ami Karim, du coup, qui lui travaillait aux Trois Garçons à Megève, il habitait dans un KGB, vraiment, alors il y avait peut-être, je sais pas, 20 mètres carrés pour 6, voilà, il vivait à 6 là-dedans. Et là j'arrive chez Mélissa, c'est un palace, vraiment c'est immense, genre, ils ont tous leur salle de bain, tous leur chambre, le machin c'est énorme, une énorme pièce à manger avec une grande table pour 12 personnes, un coin salon, etc., vraiment génial, c'est géant et tout, j'adore. Et elle m'explique que voilà, ses colocs passent leur temps dans leur chambre, etc., que tout le monde est dans sa chambre et que voilà quoi, ils sont pas trop ensemble et tout. Hmm. Ma tisane va être froide. Et donc du coup, bon bah c'est pas grave et tout, mais voilà, donc je suis avec Mélissa, je suis très content et tout, on se pose tranquillement, on discute un petit peu de tout et de rien. Et je lui propose qu'on aille faire des petites courses pour manger quelque chose. Parce que, du coup, pour rappel, le midi d'avant, j'avais mangé mon espèce de couscous aux légumes, là. Et du coup, chez moi, ça a éveillé une envie de couscous. Donc je me suis dit, bon, bah voilà, viens, j'ai bien envie de manger un couscous. Parce qu'il faut savoir que Mélissa mange 80% des pâtes. Bisous à toi, Mélissa. Et donc, du coup, je me dis, bon, bah, on va faire un couscous, quoi. Donc, on va au petit Inter, etc. On achète de quoi faire le couscous. Propose à ses colocs de manger avec nous, parce que, bon, bah, voilà, moi, je suis là pour partager le plaisir. En plus, ses colocs, vraiment, c'est les boss. Alors, vraiment, trop, trop cool. Je me suis trop bien entendu avec tout le monde. Ils étaient géniaux. Un peu dans la spiritualité, un fumeur de joint. Enfin, tout ce que j'aime, quoi. Vraiment, tout ce que j'aime. Donc, du coup, voilà, je m'entends super bien avec eux. Donc, on leur propose de manger avec nous, ils acceptent bien sûr. Et donc nous voilà partis faire nos petites courses, etc. pour acheter de quoi faire notre couscous. Bien sûr un couscous avec de la viande. Oh là là, les merguez du boucher du Inter, incroyable, vraiment incroyable. Déjà je les ai vues, elles avaient l'air trop bonnes. Quand on les a mangées, je vous explique même pas, c'était vraiment des merguez de qualité supérieure. Donc du coup voilà, on va passer... je vais passer une bonne heure et demie à cuisiner, 1 heure et demie, 2 heures à faire mon couscous, etc. à la cool, pendant que Mélissa me regarde. Et puis voilà, quand on va manger ce couscous avec tout le monde, c'était super sympathique. Et puis voilà, on va finir par aller se coucher à la cool, tranquillement. En plus, il y avait un petit lit d'appoint, ce qui fait que j'ai pas eu à dormir sur mon matelas gonflable, donc c'était génial. Donc voilà, on installe mon lit dans la chambre de Mélissa, j'étais à ses pieds, dans sa chambre qui était aussi grande que l'appartement de Karim. Et puis voilà quoi, la cool, on va se coucher, et on se dit bonne nuit, et on fait un petit dodo tranquillement. Et puis voilà, le lendemain on va se réveiller. Moi du coup j'avais prévu de partir, sauf que mon pied est vraiment flingué à la mort, donc je me lève en même temps que Mélissa, etc. On va déjeuner ensemble, tout ça, et je lui dirais, bon bah voilà, je pense que je vais rester aujourd'hui, puisque mon pied il est flingué, tu vois. Du coup elle me dit ok, pas de soucis, machin bidule chouette, ça ne dérangeait pas les collègues. Faut savoir que normalement on n'a pas le droit de dormir... Enfin, ses patrons lui ont dit qu'on n'a pas le droit d'inviter des gens pour dormir, etc. Du coup voilà, mais je me suis très bien entendu avec tout le monde, donc il n'y avait pas de souci. Et donc voilà, je vais passer
ma petite journée chez Mélissa. Donc elle travaille du coup le matin jusqu'à 15 heures à peu près, ce qui fait que j'ai eu ma matinée pour moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc voilà, le soir d'avant, j'avais rencontré Anne-France. Et donc ce matin-là, je me dis, bon bah voilà, on va se faire un petit nettoyage énergétique, un machin de fou. Donc je me pose en mode méditation. Et là, pendant 1h45, je m'envoie dans l'espace. Alors vraiment, je me fais des soins dans tous les sens. Vraiment, je pars dans ma tête, je pars dans des mondes, etc. Vraiment une méditation ultra, ultra profonde. Je suis parti méga loin, très très haut dans les vibrations, etc. C'était une méditation extraordinaire où en plus, vraiment, je découvrais les pouvoirs de la manipulation de l'intention, etc. à l'intérieur de soi, de la manipulation des énergies et tout pour se soigner. Et voilà, vraiment, en l'espace de 1h30, 1h45, j'ai master le game, quoi. C'est-à-dire qu'avant ça, je savais pas du tout. Enfin, je savais le faire, tu vois, mais vite fait, j'avais jamais fait trop de soins sur les gens, quoi que ce soit. Et là juste en 1h45, je matérialisais des mondes à l'intérieur de ma tête, je créais des trucs de ouf, genre vraiment, j'ai master le truc en 1h30, quoi. C'était exceptionnel et vraiment j'étais méga méga loin. En plus de ça, j'étais avec des écouteurs, ce qui fait que j'entendais pas ce qui se passait autour, rien du tout. Parce qu'il faut savoir que l'isolation phonique est pas terrible chez Mélissa. Du coup voilà, vraiment grande grande méditation. J'avais pas médité si longtemps depuis, waouh, plusieurs mois, hein, je crois, hein, plusieurs mois. Mais c'était super génial. Et donc du coup, je me réveille de cette méditation, j'enlève mes écouteurs et là, faut comprendre que mon corps physique, il peut pas bouger, hein. J'étais tellement haut dans les vibrations que j'étais plus du tout connecté à mon corps physique. Vraiment, le temps de redescendre, de revenir dans la matière, de te réancrer, ça prend du temps parce que j'étais vraiment très 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 loin et j'y ai passé beaucoup de temps. Et donc là, bam, je reviens à moi, j'ouvre les yeux, je ne bouge pas d'un iota. Et là, je vois qu'il y a la bouilloire qui bout. Et je fais putain. Je pensais qu'il y avait personne, hein, dans l'appartement. Et du coup, je vois ça, je fais, mais c'est moi qui l'ai activé à distance, c'est comment, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, je pensais être seul, tu vois. Et après, je vois qu'il y a la lumière en haut dans les escaliers, et là, j'étais vraiment déconnecté, je savais pas si c'était moi qui l'avais activé ou s'il y avait quelqu'un, tout simplement. Et puis, ça connecte, faut savoir qu'il n'y a pas une seule pensée dans ma tête, hein. Je suis pleinement, pleinement présent à un point où vraiment je ne peux pas penser. C'est juste, j'observe, je constate, je suis dans la conscience. Vous voyez, il y a une différence entre penser et être conscient. Et voilà, du coup, je prends conscience que la bouilloire bout, je prends conscience qu'il y a la lumière en haut dans les escaliers, qui est une lumière automatique. Et là, je fais non, je sens qu'il y a quelqu'un, quoi. Vraiment, je sens une présence, je sens qu'il y a quelqu'un. Et là, je tourne un petit peu la tête vers la droite, je tourne les yeux plus que la tête, à vrai dire. Et je vois une femme noire, du quoi, 30-35 ans, toute dans les vapes, un peu comme moi, j'ai l'impression, tu vois, une meuf très spirituelle, très, je veux pas dire perchée, tu vois, mais voilà, elle était un peu comme moi, tu vois, à ce moment-là. Moi, j'étais bien, bien perché, et elle, voilà, je la sentais dans une vibe très spirituelle aussi, exactement, également. Et du coup, voilà, elle me voit et tout, elle me fait salut. Et moi, j'étais incapable de parler, je pouvais pas, j'étais complètement déconnecté mon, mon chakra laryngé, de mon corps de l'expression, je pouvais pas parler en fait, vraiment, j'étais déconnecté de tous mes corps, j'étais uniquement dans mes corps supérieurs très très haut, j'étais complètement déconnecté, ce qui fait que je peux même pas parler quoi, vraiment, je pouvais pas parler. En comparaison, c'est un peu comme une paralysie du sommeil si vous voulez, où vous avez pas accès à votre corps. Sauf que vous êtes là, vous êtes présent, vous êtes dans votre corps mental, mais vous n'avez pas accès à votre corps physique, à votre corps laryngé, de l'expression. Vous n'avez pas accès à tous ces corps-là, en fait. Et donc moi, j'étais uniquement dans les corps supérieurs, ce qui fait que voilà, je pouvais pas parler, je pouvais bouger mon corps physique, mais très peu, très lentement, etc. J'étais vraiment déconnecté de la matière, quoi. Et donc du coup, voilà, je la vois, etc. Et elle me dit, tu veux une tisane? Parce que du coup, elle se faisait une tisane. Je fais un petit hochement de la tête. Je dis, ouais, tu vois. Et je suis là, je suis posé. Voilà, je vais plus vous raconter ça comme ça, parce que c'est vraiment comme ça que j'étais dans ma tête, quoi.
Et donc du coup, voilà, très gentil, etc. Elle me fait une petite tisane, je reviens un petit peu à moi, on échange, mais vraiment 3 mots, parce que j'arrivais pas à parler. Et donc elle me dit, ouais, je monte dans ma chambre, tu vois. Je fais, mais tu sais, tu peux rester ici. Elle me dit, ah, ok, oui, c'est vrai. Bon, mais je vais faire mon petit yoga et j'arrive, parce que j'ai besoin de ma routine spirituelle le matin, de me nettoyer, etc. Très bien, fais ta vie, t'es chez toi, tu fais bien comme tu veux. Elle monte, etc. Moi, je suis vraiment toujours dans mes vapes, quoi. Je suis en train de revenir à moi, de redescendre, de m'ancrer, de revenir dans mon corps. Et là, je la vois redescendre peut-être 5 minutes après, avec son petit matelas yoga. Elle me fait, hey, tu veux faire une séance de yoga? Je suis en mode, bah, let's go, tu vois. Je suis déjà complètement dedans, donc vas-y, let's go. Faisons du yoga. De toute façon, je suis ailleurs. Ça ne peut être que bénéfique, quoi. Donc du coup, c'est parti. On échange quelques mots, etc. Elle pose son petit matelas, elle me dit, hey, tu veux le matelas et tout. Non, t'inquiète, je fais ça par terre, à la cool. Je dors par terre tous les jours, je sais comment ça fait, y a pas de souci, tu vois. Donc très bien, on fait une petite séance de yoga super. Faut savoir que j'ai fait une seule séance de yoga dans ma vie, c'était du Kundalini yoga. Mais ça avait rien à voir, vraiment, ça avait rien à voir en termes de dynamique, etc. Et donc là, voilà, on va faire cette petite séance de yoga. Elle va me guider tout le long en anglais d'ailleurs, mais parce que c'est une femme qui vient de Malte. Mais voilà, du coup, petite séance de yoga, la cool, ça me permet de revenir à moi, de me réancrer et de revenir dans la matière vraiment, quoi, de reprendre possession de mon corps et d'être dedans. Elle fait les trucs, je copie nickel, etc. C'est vraiment super. Vraiment, c'était très très agréable. J'ai beaucoup apprécié, mais c'était un yoga assez dynamique, quoi. Et moi, j'étais là, je sortais d'un truc, waouh, très posé, quoi. Et là, elle m'envoie direct dans un truc dynamique, donc si vous voulez, ça me fait revenir à moi et tout. Et puis après, voilà, on discute un petit peu. Elle me dit que elle a pas l'habitude, qu'elle passe énormément de temps toute seule. Et elle me dit, ouais, quand tu m'as dit que je pouvais rester, j'ai pas l'habitude. Moi, je suis quelqu'un qui reste beaucoup toute seule, etc. Je suis tout le temps dans ma chambre. Je fais, ouais, j'ai cru comprendre que tout le monde était dans sa chambre, dans cette coloc. Je trouve ça un peu dommage, d'ailleurs. Les gars, si vous m'écoutez, mangez ensemble, sortez ensemble, faites des trucs, tu vois. La vie, c'est le partage. Enfin, bref. Du coup, voilà. On discute pas mal, etc. Spirituel, tout ça. Et c'est vraiment super et je m'entends très très bien avec. C'est une femme géniale que j'apprécie beaucoup et je te passe le bonjour d'ailleurs. C'était vraiment super cette petite matinée avec toi. J'ai passé de bons moments. Et puis après, voilà, tranquillement, je vais me faire à manger. Enfin, je vais même pas me faire à manger, je vais manger les restes du couscous d'hier. Et voilà, et après, je sais plus, je vais retourner méditer ou quelque chose comme ça. Enfin bref, j'étais vraiment dans une vibe très spirituelle, très nettoyage, très... Parce que faut savoir que les jours d'avant, du coup, j'étais vraiment très... J'étais dans la dépresse, quoi. J'étais vraiment dans la dépression, dans le matériel négatif, etc. J'avais bu de l'alcool, j'avais fumé des cigarettes. Bref, vraiment pas cool, tu vois. Donc fallait que je me nettoie, que je dégage toute la saloperie qu'il y avait en moi. Mais j'étais afflumé juste à côté de Megève avec des énergies très matérielles, très ceci, cela. Et on a d'ailleurs eu cette discussion avec Anne-France où elle m'a dit ouais, ici c'est très matériel, très électrique, j'ai besoin de me nettoyer tous les matins, etc. De réouvrir mon cœur. Et du coup, je bois une gorgée. Et donc, du coup, voilà, je fais ce petit nettoyage à la cool. Non, pardon, elle faisait son petit nettoyage à la cool, mais moi aussi, du coup, j'ai fait ça. Et puis voilà, on discutait de tout ça et tout. Et puis voilà, elle va se faire des petits pancakes trop bons. Vraiment, des petits pancakes à la banane, j'avais jamais mangé ça. Et moi, vraiment, j'ai adoré. C'était les pancakes à la banane. Oh là 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 là, c'était incroyable. Mais je viens de me rendre compte que j'ai tout décalé d'un jour. Mais c'est pas grave. C'est pas... Ah, mais si, c'est grave. Oh, ça fait chier. Non. Oh, je suis dégoûté. Bon, enfin bref. Ça, c'est pas le jour 2 chez Mélissa, c'est le jour 3. Parce que du coup, le jour 2 chez Mélissa, elle travaillait pas. Mais on va finir ce jour 3 et on reviendra sur le jour 2 ensuite. Parce que voilà. Mais du coup, voilà, donc elle va se faire des petits pancakes à la banane, etc. Et du coup, ce jour 3 bah, c'est le jour où je partirai. Parce que, en fait, si vous voulez, j'ai eu cette matinée très spirituelle, très intense, etc. Et après ça, j'ai senti que voilà qu'il fallait que je parte, que je reprenne la route, etc. Mais voilà, je l'ai pas dit à Mélissa non plus, parce que voilà. Et il faut savoir que ouais, peut-être 1 heure après, il me semble, hein, quelque chose comme ça, vers sa pause repas, je pense, m'a envoyé un message pour me dire, ouais, voilà, Corentin,
j'ai peur de me faire choper par les patrons, etc. En plus, j'ai besoin d'être seul, donc si tu pouvais partir aujourd'hui, ça serait cool, etc. Et moi, du coup, ça concordait pile poil, parce qu'en fait, c'était le ressenti que j'avais eu. Et du coup, je fais, oui, bien sûr, pas de souci, etc. Et donc, du coup, elle va faire ses petits pancakes, etc. à manger, Anne-France. Et du coup, je vais manger un ou deux pancakes et puis je prendrai la route tranquillement, direction de Megève, en bus ce coup-ci, parce que là, j'ai compris que voilà, j'avais une tendinite et qu'il fallait vraiment que je calme le jeu. Parce que c'est une tendinite. Une tendinite, c'est 2, 3 semaines pour récupérer. Donc, du coup. Voilà, on va éviter de marcher, on va y aller à la cool, on va vraiment se ménager. Comme me l'a dit un sage homme, Christian, du coup, mais que j'ai rencontré sur Compostelle. Toujours les Christians, c'est des personnes géniales, de toute façon. Il m'a dit, un bon cavalier doit savoir ménager sa monture. Et je suis bien d'accord, donc j'ai décidé de ménager ma monture, d'écouter mon corps, et donc d'aller à Megève en bus, tranquillement, où je vais rejoindre... un ami qui s'appelle Dylan, mais on y viendra après, parce que d'abord, il y a ce jour 2 à raconter qui est de la plus grande importance, puisque, en fait, si vous voulez, le jour 2 chez Mélissa, donc, en fait, elle ne travaillait pas. Ce qui fait que on va se réveiller tranquillement tous les deux et tout, et voilà, on va se réveiller tranquillement tous les deux, et voilà, on va passer notre journée ensemble, on va beaucoup parler. On va parler, alors je vais pas rentrer dans les détails par souci de confidentialité, mais voilà, on va parler de plusieurs choses, et en particulier, je lui ai offert avant de partir de Megève comment ça s'appelle, un porte-vue, avec plein de documentation, etc., sur les différents corps, les chakras, sur les zones réflexes, sur la réflexologie plantaire, palmaire, auriculaire, etc. Enfin, vraiment quelque chose qui permet de comprendre les corps de l'être humain, etc. Et d'ailleurs, je vais vous en faire une petite explication rapide, parce que ça peut être très sympa. Et donc, du coup, concrètement, en fait, si vous voulez, tac, je vais même prendre ma petite... ça a complètement changé, Discord, dis donc, bam, bam, bam. Hop, 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 voilà. Et donc, en fait, si vous voulez, donc tout en bas, on a notre chakra racine. Donc, le chakra racine, c'est le chakra qui correspond à un corps. En fait, si vous voulez, un chakra... c'est une sorte de vortex, une sorte de tunnel qui va permettre de la transmission d'informations entre vos différents corps. Tout en bas, on a le chakra racine, c'est le chakra matériel. C'est le chakra en dur, d'accord ? C'est votre corps physique, celui que vous pouvez toucher. Ça, c'est votre corps, du coup, matériel, qui correspond à votre chakra racine. Celui dans lequel on est là, vous voyez ? Vous sentez, je le touche. Voilà, ça, c'est le chakra racine. Ensuite, juste au-dessus, on aura le chakra sacré qui correspond, on va dire, à l'image de soi, à l'image de sa réalité, en fait. Ça va être le monde que vous allez créer de vous, etc. Ça va être le respect, l'existence, etc. La confiance, ça va être votre chakra sacré. Au-dessus, vous allez avoir votre corps émotionnel. C'est le chakra du plexus solaire. En gros, c'est une émotion, c'est quoi ? C'est vous allez capter une information de l'extérieur par le biais de vos sens. Vous allez entendre, sentir, voir quelque chose. Vous allez capter une information. Eh bien, dans votre corps émotionnel, au niveau de votre chakra du plexus solaire, donc au niveau du ventre, vous allez avoir une réaction. Et cette réaction sera émotionnelle. Donc en fait, si vous voulez, vos émotions, elles vous permettent de réagir à vos perceptions extérieures pour derrière engendrer une autre réaction. Donc en fait, vous allez avoir une réaction émotionnelle à quelque chose que vous allez capter de l'extérieur, et derrière, vous allez avoir une réaction à cette émotion qui va être une action en fait. Donc en fait, vous allez capter ça, vous allez avoir une émotion par exemple de colère, et bam, dans votre corps, vous allez exprimer de la colère. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, c'est vraiment comprendre le principe, le fonctionnement des émotions. C'est vraiment comme ça que ça marche. Vous captez un stimuli extérieur, par exemple quelqu'un qui vous dit connard, vous entendez ce connard, bam, à l'intérieur de vous, il va y avoir une réaction émotionnelle à ce connard, qui va être mais comment ça, connard, machin, il est fou celui-là. Et bam, du coup, vous allez avoir une réaction, alors soit dans vos pensées, dans votre corps mental, où vous allez vous dire mais comment ça, connard, pour qui il se prend, etc. Soit une réaction dans votre corps physique, vous allez lui envoyer une grosse claque dans la gueule. Voilà, en fait, si vous voulez, c'est la dimension émotionnelle, le corps émotionnel, ça va être le corps des actions et des réactions.
mais également le corps de l'action en conscience, ou bien d'agir avec son ego, vous voyez. C'est vraiment l'action, la réaction, mais l'action en conscience ou l'action avec son ego sur le coup de l'impulsion, etc. Voilà, ça va être vos corps émotionnels, votre dimension émotionnelle, parce que finalement on parle de dimension. Et donc tout en bas, vous avez votre chakra racine qui vibre à une certaine fréquence, qui est une fréquence assez lente, qui est une fréquence dense, hein, vous pouvez le voir, vous pouvez le toucher, vous pouvez le... Voilà, la matière, elle se touche, elle est dense, juste au-dessus de votre chakra sacré, du coup, qui va vibrer un petit peu plus rapidement. Au-dessus, vous allez avoir votre chakra, enfin votre dimension émotionnelle, du coup, qui va vibrer à une fréquence encore un petit peu plus élevée. Ensuite, vous allez passer donc au chakra du cœur, qui est celui d'au-dessus, donc où là, on va parler d'amour inconditionnel. Voilà, c'est l'amour dont je parlais hier à propos des animaux, etc. Donc voilà, vous aurez cet amour inconditionnel pour les gens. C'est vraiment, vous voyez, c'est l'amour du cœur, c'est un amour pur, c'est un amour que je qualifie de divin personnellement. C'est vraiment un amour sans condition. Vous voyez, vous pouvez aimer une personne. Je vais prendre un exemple, par exemple Mélissa. Je l'aime beaucoup, etc. Pour sa façon d'être, sa façon d'agir, pour ce qu'elle dégage, etc. Je l'aime, mais ça, c'est un amour, on va dire, humain. C'est un amour entre deux personnes qui a des conditions. Je l'aime parce que, eh bien, elle est pétillante, parce qu'elle est très jolie, parce que voilà, en fait, c'est vraiment sa façon d'être et sa façon d'agir qui ont engendré en moi des conséquences qui font que ma réaction émotionnelle, c'est de développer des émotions pour elle. Voilà, en fait, c'est un amour conditionné. C'est un amour qui vient de quelque part. Là, je vous parle d'un amour inconditionnel. Donc, c'est par exemple un petit animal, vous allez le voir. Tout de suite, vous allez ressentir un très grand amour pour lui. Vous allez le caresser, bam, ça va être génial. C'est pas parce qu'il est beau, c'est pas parce qu'il vous a léché ou quoi que ce soit. Il y a plein de gens, ils voient un chat direct, ils sont oh un chat, machin, 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 ils vont le câliner, etc. Ils aiment vraiment le chat. Vous voyez, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour où il n'y a pas de condition. On peut admirer quelqu'un parce qu'il est très intelligent, on peut être attiré parce qu'il est très beau, mais là vous voyez, c'est pas de l'attirance, c'est pas de l'admiration, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est vraiment, il n'y a pas de condition, c'est un amour sans condition. L'amour inconditionnel, c'est l'amour du cœur. C'est l'amour que moi je ressens pour l'humanité entière. C'est vraiment, c'est un amour de compassion, c'est quelque chose de vraiment le grand amour, quoi. Voilà, c'est vraiment l'amour pour les autres de manière générale. Voilà, ça c'est le chakra du cœur et c'est là où vous allez retrouver cet amour inconditionnel. Et donc on retrouve aussi au niveau du chakra du cœur la dépendance affective, hein, qui vient situer ici, où c'est des gens qui ont besoin de recevoir de l'amour beaucoup, 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 et qui ne sont pas capables de justement ressentir cet amour inconditionnel pour eux-mêmes, qui ne sont pas capables de s'aimer eux-mêmes et qui donc du coup vont être en dépendance affective de quelqu'un d'autre et qui vont être malheureux s'ils ne reçoivent pas d'amour parce que justement ils n'ont pas appris à trouver l'amour en eux-mêmes, cet amour inconditionnel. Et donc il est très important de trouver l'amour en vous-même pour finalement être heureux, parce que selon moi, ça sert à rien de se mettre en couple en se disant si je suis en couple, je serai heureux. Et donc en fait, on va se mettre dans sa tête cette idée qu'on ne sera pas heureux tant qu'on ne sera pas en couple, on va se mettre en dépendance affective parce que justement, on n'a pas trouvé l'amour en soi. Et donc, il est très important, si vous voulez être heureux dans votre couple, vous devez d'abord être heureux tout seul. Si vous n'êtes pas heureux tout seul, pourquoi est-ce que être avec quelqu'un d'autre, ça vous rendrait heureux ? C'est pas logique en fait. Vous devez d'abord apprendre à être heureux vous-même, vous devez apprendre à vous aimer vous-même avant d'aller avec quelqu'un d'autre et justement de recevoir son amour qui sera un plus, mais ce ne sera pas un amour inconditionnel, ce sera un amour conditionné, donc ce sera différent. Donc voilà, pour le chakra du cœur, et ce que je peux en dire, c'est voilà tout ça, l'amour inconditionnel, c'est l'enfant intérieur, c'est l'amour de soi, c'est apprendre à guérir ses blessures, mais c'est également la dépendance affective, donc il faut faire attention et il faut apprendre à trouver cet amour en soi, il faut apprendre à écouter son cœur, à s'ouvrir à son cœur et donc finalement à ouvrir le chakra du cœur. Parce que du coup, ces chakras, ce sont des canaux, des espèces de vortex. Hein. C'est représenté par des vortex chez les hindouistes. Donc en fait, c'est des vortex qui vont permettre la communication d'informations entre deux dimensions. Entre la dimension physique et la dimension émotionnelle, entre la dimension émotionnelle et la dimension du cœur, etc., etc.
Donc voilà, le chakra finalement c'est juste un canal, c'est un tuyau qui permet de communiquer les informations entre les différents machins. Et donc qu'est-ce qui se passe quand vous avez un chakra fermé ou trop ouvert? Donc vous pouvez avoir un chakra sous-efficient ou sur-efficient. Et donc du coup, ce qui se passe c'est que par exemple, on va prendre le cas des émotions parce que c'est très parlant. Vous avez un chakra sous-efficient, donc votre plexus solaire est sous-efficient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, eh bien, vous ne ressentez plus d'informations. Le tuyau, en quelque sorte, a été refermé, ce qui fait que les informations ne passent plus. Vous ne ressentez plus aucune information, plus aucune émotion. Votre plexus est sous-efficient. Au contraire, si votre plexus est sur-efficient, c'est que le tuyau il s'est élargi, qu'il laisse passer beaucoup trop d'informations, que vous... Enfin, c'est pas qu'il laisse passer trop d'informations, il laisse passer les mêmes informations, mais disons que vous allez les ressentir beaucoup plus fort. Vous allez être esclave de vos émotions, vous allez vous mettre en colère très facilement, vous allez ressentir un énorme amour pour les gens, etc. C'est vraiment cette idée que vos émotions vont être décuplées, que vous allez accorder trop d'importance à votre corps des émotions et que vous serez pas équilibré. Donc vraiment, le but des chakras, ça va être de trouver ce juste équilibre. Donc il faut qu'il soit ouvert, bien sûr, vous pouvez complètement fermer vos chakras, mais on en parlera après de comprendre comment ouvrir et fermer ces chakras. Et donc vraiment, ça va être une question de trouver la balance, l'équilibre, qui fait que vous n'êtes pas coupé de vos émotions, vous n'êtes pas trop dans l'émotion, vous êtes vraiment équilibré et vous ressentez les choses clairement, objectivement, et vous faites avec. Et ça, c'est tout un travail spirituel qui prend des années, qui est vraiment pas facile à faire, et qui vous permettra d'être heureux finalement dans la vie, parce que le but finalement de la vie, j'ai envie de dire, selon moi en tout cas, c'est vraiment de réussir à trouver cet équilibre entre tous vos chakras et en chaque chakra. Vraiment d'avoir un équilibre parfait de tous vos chakras dans votre corps, de vous aligner. C'est vraiment ça que ça veut dire, hein. On s'aligne avec ces chakras, on aligne tout ça et tout est parfaitement équilibré. Vous êtes quelqu'un qui ressent les choses comme elles sont, qui vivent comme vous devez vivre. Vous êtes aligné avec votre vie, avec vous-même, avec vos chakras, avec vos émotions, avec votre corps physique, avec ceci, avec cela. Vous êtes aligné. Voilà, c'est vraiment ça que ça veut dire d'être aligné, c'est d'aligner tous ces chakras en équilibre. Et derrière, voilà, vous faites avec et c'est génial. Vous êtes bien plus heureux. Enfin, en tout cas, moi, je le constate. Je suis 1000 fois plus heureux quand mes chakras sont équilibrés que quand je suis dans le négatif ou le positif, quoi. Donc voilà. Donc on va passer maintenant au chakra supérieur, qui est le chakra laryngé, donc qui se situe au niveau de la gorge, le chakra de la gorge, où là, on va passer du coup sur la dimension mentale. Donc jusque-là, on était sur les dimensions physiques tout en bas, émotionnelles pour le plexus solaire, et donc là, on va passer à la dimension mentale. Alors, on va essayer de décrire un petit peu le fonctionnement de ce chakra laryngé qui est particulier, parce que le chakra laryngé, c'est le chakra de l'expression, de la communication, du donner, du recevoir, etc. C'est vraiment... vous pouvez le visualiser comme des bras, en fait, où vous allez prendre, vous allez donner, vous allez recevoir, vous allez... vraiment, en fait, l'expression de vous-même. Vous pouvez vous exprimer physiquement avec votre corps, mais vous pouvez principalement, c'est ce qu'on fait, vous exprimer avec votre gorge, avec votre voix, votre appareil laryngé. Et donc, justement, ce chakra laryngé situé au niveau de la gorge, c'est que de la logique, de toute façon. C'est à ce niveau-là que vous vous exprimez. C'est à ce moment-là, c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir dire les choses comme vous les pensez ou non, d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment le chakra de l'expression, de la communication avec les autres, du passé, mais également du futur, puisque du coup, il va y avoir toute cette dimension mentale, en fait, si vous voulez. En fait, j'aime pas trop expliquer à ce niveau-là, mais vous allez capter des informations. Vous avez vos 5 organes, donc l'ouïe, le toucher, machin, bidule chouette, voilà, vous avez les 5. Et il y en a un 6e qui est inclus dans le bouddhisme, qui est l'organe mental. En fait, l'organe mental, votre sens mental, cet organe mental va permettre de capter les pensées. Donc avec votre langue, on va dire, vous allez capter le goût. Avec votre corps, vous allez capter le toucher, les objets, etc. Avec votre oreille, vous allez capter les sons. Avec votre organe mental, vous allez capter les pensées et les idées. L'organe mental est compris
dans la matière chez les bouddhistes. Il faut comprendre que l'organe mental, il est juste là, il permet juste de capter au même titre que l'oreille ou que le nez des informations, sauf que son objet du coup ce qui va capter c'est l'objet mental. Les objets mentaux, ça va être vos idées, vos pensées, etc. Et donc si vous voulez, ce chakra laryngé va être là aussi beaucoup, principalement j'ai envie de dire, pour exprimer vos idées, pour exprimer vos pensées, etc. Donc voilà, faut bien comprendre qu'il y a ce sixième organe qui est très oublié et dont on ne parle pas chez nous, et qui pourtant est bien présent. Hein. Vos idées, elles viennent pas de nulle part, vous les captez pas comme ça toutes seules, elles sont pas directement en vous, bam. Non, les idées, vous les captez de la dimension des idées, justement. Vous avez cette dimension qui vibre à une certaine fréquence, dans laquelle il y a les idées, vous avez cette autre dimension dans laquelle il y a vos pensées, etc. Et il faut bien les capter, ces idées et ces pensées. C'est pas magique, quoi. C'est pas le son, si vous n'avez pas d'oreille, vous entendez pas le son. Bah, c'est pareil avec l'organe mental. Si vous n'avez pas d'organe mental, vous ne pouvez pas capter les idées, vous ne pouvez pas capter les pensées. C'est tout à fait logique, en fait. Donc voilà, je vais venir ajouter ça à votre portefeuille, où faut bien comprendre que vous avez cet organe mental qui est là, qui est en vous, et qui vous permet de capter ces idées, ces pensées, etc. Et qui vous permet également d'exprimer ce qu'il y a derrière. Donc avec votre chakra laryngé, avec votre voix, etc., vous allez pouvoir exprimer ces pensées, vous allez pouvoir exprimer ces pensées, ces idées, pardon, ces pensées, etc. Et donc voilà, le chakra laryngé, c'est vraiment l'expression, la communication, c'est le donner, mais c'est également le recevoir, parce que, à ce niveau-là, vous allez recevoir vos idées, vos pensées, vous allez les capter avec votre organe mental. Et donc voilà, on est dans la dimension mentale qui se situe au niveau de la gorge, où justement vous allez recevoir, etc., tout ça, et également exprimer par le biais de votre voix vos idées, etc., etc. Ensuite, on va passer donc là au chakra du troisième œil, où on va plus parler du monde intérieur, et j'ai envie de dire, où, voilà, donc la dimension mentale, c'est vraiment, c'est là où il y a toutes vos idées, toutes vos pensées, etc. Le monde intérieur, ça va être un monde, comment dire, plus profond. Ça va vraiment être un monde où vous allez chercher cet équilibre. Ça va être là où vous allez trouver l'intuition, le discernement, le sens de la responsabilité, des leçons de vie, etc. C'est là aussi où vous allez avoir le doute. C'est vraiment ce monde intérieur, on pourrait le conceptualiser de manière... c'est là où va se trouver peut-être pas la sagesse non plus, mais voilà, où vraiment vous allez modéliser votre monde. C'est là où vous allez entrer en profondeur dans les choses, etc. Le regard intérieur, être objectif avec soi-même, etc. Ça va être vraiment au niveau du troisième œil. Donc voilà, pour moi, c'est ici que vous allez entamer ce développement de la sagesse, plutôt de l'objectivité. Voilà, je dirais vraiment, c'est l'endroit de l'objectivité. Voilà, pour moi, le troisième œil, c'est vraiment l'objectivité. C'est vous allez arrêter de regarder avec vos yeux de matière, vous allez regarder avec votre œil intérieur. Vous voyez, le troisième œil, il existe vraiment. Hein, c'est la glande pinéale qui se situe à l'intérieur de votre tête. Vous pouvez le voir physiquement. C'est quelque chose qui existe. Vous marquez glande pinéale sur Internet. D'ailleurs, si vous regardez l'œil d'Horus, il me semble que c'est l'œil d'Horus, qui est un symbole. Qui est un symbole égyptien. Il représente parfaitement la coupe de ce troisième œil, de cette glande pinéale qui se situe à l'intérieur de votre tête. Et donc, du coup, ça va vraiment être l'objectivité. Je pense que c'est le terme vraiment qui va venir définir ce chakra du troisième œil. Vous arrêtez de regarder avec vos yeux de matière, vous regardez avec votre œil objectif. Vous regardez les choses comme elles sont. On va plus être dans la perception, on va être dans la conscience. Et alors là, ça va être intéressant de parler de ça, parce que justement, qu'est-ce que la conscience ? Les gens ont des visions de la conscience qui... Alors, je ne vais pas dire que c'est erroné, puisque ça serait très arrogant de dire que j'ai raison et qu'eux, ils ont tort. Mais les gens pensent que la conscience, c'est quelque chose qui est en dehors de la matière, qui est immuable, etc., qui ne bouge pas, qui sera toujours là, etc. Je vais expliquer mon point de vue, ensuite vous en ferez ce que vous voulez. Mais pour moi, la conscience, elle dépend de la matière. Prenons un exemple tout simple. Vous pouvez regarder ça. Voilà, j'ai une tasse là dans la main. Elle est jaune. Donc, je vais percevoir avec mes yeux que cette tasse
est jaune. Voilà, je vais avoir une interprétation. Et donc, si c'est sujet à interprétation, c'est pas être conscient. C'est juste, je regarde cette tasse, j'ai une réaction à l'intérieur de moi qui est que cette tasse est jaune. Pourquoi est-ce que cette tasse est jaune? Parce que dans mon passé, on m'a inculqué que cette couleur-là, c'est du jaune. Donc, cette tasse, elle est jaune. Voilà, je fais cette association en moi. Je suis pas dans la conscience. Je suis pas là à me dire, il y a cet objet, je le ressens, je le vois. Non, je suis dans l'interprétation. J'interprète. Cette tasse, elle est jaune. C'est quelque chose que je fais avec mon mental. Vous voyez, ça dépend des idées, ça dépend de ce qu'on m'a appris, etc. C'est vraiment quelque chose qui va se faire avec le mental. C'est je regarde, je capte cette information par le biais du sens de la vue, je vois cet objet, je fais une association avec justement mon corps mental dans mes souvenirs. Je vais capter cette information dans mes souvenirs, bam, c'est du jaune, je fais cette association. Derrière, j'ai ma réaction, j'exprime, c'est une tasse jaune. Voilà, ça c'est comment est-ce qu'on marche avec le mental, c'est la manière dont on marche tous les jours. Là, on va parler de conscience. La conscience, c'est je perçois cet objet, je le vois comme il est. C'est un objet où je ressens sa forme, je ressens sa texture quand je le touche, mais il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de c'est marqué pile en retard dessus. Il n'y a pas de tout ça, il y a juste cet objet. Je le ressens, je le vois, je suis conscient que cet objet est là. Vraiment, c'est être conscient qu'il est là. Je ne suis pas du tout dans l'interprétation, dans le jugement, dans l'association à mes souvenirs. Je suis vraiment dans « Ok, il y a cet objet. » C'est pas une tasse, ça c'est de l'interprétation. Non, non. Il y a juste cet objet. Bon alors, on va faire de l'interprétation, mais c'est pour vous donner une idée. En principe, il n'y a pas ça, mais voilà. Je ressens que c'est un objet qui est rond. Alors encore une fois, le rond, c'est de l'interprétation, hein, mais je ressens que cet objet est rond, je ressens qu'il y a une anse, je ressens qu'il y a une couche de peinture par-dessus, je ressens que probablement de la porcelaine. Voilà, je ressens cet objet, vraiment, je suis conscient de cet objet, je suis conscient de la présence de cet objet, je suis conscient de sa forme, je suis conscient de comment il est, mais je n'interprète pas, je ne suis pas dans le jugement, je ne suis pas dans « elle est jaune, c'est marqué pile en retard dessus, c'est une tasse », non. Juste, je ressens l'objet, il est là, c'est tout. Et donc, quand on ressent les choses, vraiment, c'est de l'objectivité pure, c'est vraiment voir les choses comme elles sont. C'est être parfaitement objectif, c'est se détacher de ces idées préconçues, se détacher finalement du formatage qui a été ancré en nous depuis notre naissance, se détacher du monde des idées, etc. Où voilà, on voit les choses comme elles sont, et pour voir ces choses comme elles sont, pour être conscient, il faut être présent. Parce que quand on est présent, on ne pense pas. On peut penser à deux choses dans la vie. On peut penser au passé, on peut passer au futur. On ne peut pas penser au présent. Le présent, on le vit. On peut penser que au passé ou au futur. On ne peut pas penser au présent. C'est impossible. Le présent, vous le vivez. Quand vous êtes présent, vous n'avez aucune pensée. Le but de la méditation, c'est la présence. La méditation chez les bouddhistes, du moins je parle de la traditionnelle tibétaine qui a été enseignée par Bouddha 2500 ans, c'est la présence, ni plus ni moins. Le but de la méditation, c'est d'être présent. Et la méditation, c'est pas seulement s'asseoir par terre et faire un... Non, ça n'a rien à voir. La méditation, il s'agit d'être présent. C'est quelque chose qui s'applique tous les jours dans votre vie. Et donc, pour être présent, comment est-ce qu'on fait? C'est ça la grande question, la putain de question. Comment est-ce qu'on fait pour être présent? Et donc, en découle pour être objectif, pour voir les choses comme elles sont, pour ne pas être dans l'interprétation, mais dans le percevoir les choses comme elles sont. Même pas percevoir, mais juste vivre les choses comme elles sont. Comment est-ce qu'on fait pour être parfaitement objectif? Pour être objectif avec soi-même, avec ses émotions, avec ses ressentis, pour vraiment voir les choses comme elles sont, et non pas comme on voudrait qu'elles soient, comme on nous a inculqué qu'elles soient. Si vous voulez voir les choses objectivement, vous êtes obligé de vous détacher de vos pensées, parce que je vais prendre ce piano, bam, là je vais penser c'est un piano, c'est la marque Roland, c'est marqué Go Piano dessus, il y a une vingtaine de touches, trentaine de touches, je ne sais pas, voilà. Ça je le pense, je suis dans l'interprétation. Non, là j'arrive, je ressens l'objet, je deviens l'objet, littéralement. En fait, c'est presque une sorte d'omniscience. C'est vraiment une sorte d'omniscience où quand vous êtes conscient des choses, vous ne les regardez pas d'un point de vue extérieur, vous êtes la chose, vous devenez la chose intérieurement,
vous êtes la chose. Il n'est plus question d'observer, il n'est plus question de regarder, il n'est plus question de toucher, il est question d'être. C'est vraiment ça, vous êtes la chose, vous êtes la tasse, vous êtes le piano, ou bien vous êtes l'émotion, vous êtes ceci, vous êtes cela. C'est vraiment une question d'objectivité pure. Et donc ce chakra du troisième œil, ça va être le chakra de l'objectivité. Et donc, pour en revenir à la présence, à la méditation, comment est-ce qu'on fait pour être plus présent dans la vie? Parce que, en fait, le but de la vie, selon moi, du moins mon but à moi, c'est de penser le moins possible. Parce que la pensée, elle génère la frustration, la souffrance, la douleur, etc., etc. La pensée, elle est négative à 90% selon moi. Et donc, pourquoi? On va prendre le cas de Mélissa, parce qu'on est dans l'épisode Mélissa, on va dire. Pourquoi est-ce que je pourrais être potentiellement déçu de ne pas avoir la relation que je veux avec Mélissa? Parce que je vais me faire des idées, je vais m'imaginer, oh là là, j'aimerais sortir avec Mélissa, oh là là, elle est super belle, oh là là, elle me plaît beaucoup, oh là là, ceci, oh là là, cela. Et du coup, je vais être là, je vais être je vais me créer des idées, je vais me créer des fantasmes finalement, des envies, des désirs, qui font que si je viens pas à bout de ce dont j'ai envie avec Mélissa, je vais être déçu. Je vais être franchement déçu. Je vais être là, je vais me dire, putain, elle est super, elle est trop belle, elle est trop mignonne, elle a tout ce qui me plaît dans le monde, mais je peux pas sortir avec parce qu'elle a un copain, parce que je dois partir, oh là là, et je vais me faire du mal, et je vais me faire endurer du mal, etc. Et c'est ces pensées, en fait, qui vont générer cette douleur. C'est vraiment la pensée qui va générer la souffrance et la douleur dans la vie. Je ne sais pas, je vais... Voilà, un autre exemple. Merde, compliqué. La souffrance, du coup là on était sur la déception. Donc vraiment c'était une question de déception. Vous allez vous créer des idées, etc. Et vu que vous n'allez pas obtenir ce que vous vous étiez imaginé, ça va être une déception, ça va engendrer de la souffrance en vous. Ça, c'est vraiment le cas typique du problème de la pensée. Vous allez vous projeter, vous allez penser donc au futur, vous allez imaginer une relation, vous allez imaginer ceci, vous allez imaginer cela, et si ça n'arrive pas, vous serez déçu. Maintenant, prenons le cas que j'ai vécu personnellement. J'ai vu Mélissa, j'ai constaté que voilà, qu'il y avait plein de choses géniales, etc. Mais je me suis à aucun moment, je me suis projeté, je me suis dit, je vais sortir avec elle. À aucun moment, je me suis dit, j'ai envie de coucher avec, j'ai envie de l'embrasser, j'ai envie de lui faire des câlins. Je me suis pas projeté, je me suis pas imaginé faire ça, ce qui fait que ça n'arrive pas. Et c'est pas un problème, et ça n'engendre aucune souffrance en moi, et c'est très bien comme ça, vraiment c'est très bien comme ça. Mais si je n'ai pas souffert de ces émotions qui sont pourtant présentes, que je ressens pour elle, mais si je n'ai pas souffert de la non-concrétisation d'un potentiel avenir ensemble, c'est simplement parce que je ne me suis pas projeté, parce que je n'ai pas pensé et imaginé des choses avec elle, parce que je ne me suis pas dit j'ai envie de sortir avec, parce que je me suis pas dit si je suis pas avec elle je serai pas heureux, etc., etc. Je me suis pas mis dans cette position de désir, dans cette projection d'un avenir meilleur avec elle. Non, j'ai juste été parfaitement objectif. J'ai vu les choses comme elles étaient. J'ai vu que c'est une personne géniale, qu'elle est pétillante, qu'elle a plein de qualités que je recherche, mais le reste, c'est tout, quoi. Juste, elle est super et tant mieux pour elle et qu'elle reste comme ça parce que c'est vraiment une personne formidable. Mais je n'ai pas envie de sortir avec parce que je n'ai pas stimulé cette envie, je n'ai pas créé cette envie via mes pensées, via mes idées. Je me suis pas projeté avec elle. Donc voilà comment est-ce qu'on peut se rendre malheureux avec ses pensées et voilà pourquoi les pensées sont néfastes pour l'être humain. Toutes les créatures sur Terre, elles agissent, elles ne pensent pas. Pourquoi est-ce que l'humain devrait faire exception ? Parce qu'on a la faculté de penser. Mais ok, on a cette faculté, mais est-ce que si on enlève cette faculté, finalement, on n'est pas bien plus efficace, bien plus heureux, bien plus... Vous voyez ce que je veux dire ? Si on arrête de penser, on arrête de se faire du mal. Vous avez fait une action négative avant. Je sais pas, par exemple, vous avez dit quelque chose que vous regrettez. Voilà, vous dites quelque chose à cette personne qui va lui faire du mal. Vous allez ressentir que ça lui fait du mal. Et justement, ce ressenti du mal que vous avez fait à la personne va engendrer des pensées en vous, va engendrer des conséquences, donc réaction émotionnelle qui va elle-même faire une réaction dans vos mondes des idées, dans vos mondes des pensées plutôt, où justement vous allez vous dire oh là là mais non j'aurais pas dû lui dire ça, ça a dû lui faire du mal, j'ai été un peu brute, c'est pas bien, c'est pas cool, je suis vraiment un connard, pourquoi j'ai fait ça, oh là là je suis une personne horrible, mon Dieu mais il faut que je me suicide, voilà, vous voyez c'est juste vous allez penser
pour quelque chose qui finalement, bon bah voilà, vous lui avez dit, c'est fait, c'est passé, vous pouvez pas revenir en arrière, ça ne va rien changer. Mais vous allez vous faire du mal à vous-même, vous allez revenir sur cet événement passé, et vous allez vous dire, putain, mais c'est pas cool, et vous allez vous faire souffrir. Et c'est débile en fait. Enfin, vous avez fait cette action, ok, c'est bien, vous allez y penser une fois, vous allez vous dire, ok, j'ai peut-être été un peu dur avec elle, la prochaine fois, j'irai un peu plus doucement, et voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Mais non, l'être humain, il est tellement habitué à penser qu'il va penser en permanence, et donc du coup, au lieu de vous arrêter là, de prendre conscience que vous avez fait quelque chose de mal, et donc du coup, dans le futur, de le faire un petit peu mieux, au lieu de faire ça, vous allez vous triturer la tête, vous allez penser encore et encore et encore et encore, et vous allez vous faire souffrir de ouf, alors que vous avez aucune raison, sérieux, il y a aucune raison. Pourquoi est-ce qu'on se punirait 1000 fois si on a eu notre punition une fois? Vous êtes là, vous avez regretté, très bien. Vous avez eu votre petite punition où justement cette pensée de oh là là c'est pas cool ce que j'ai fait, ça va engendrer une réaction émotionnelle en vous d'un petit peu de mal-être, de voilà bon c'était pas cool, etc. Et donc voilà, vous vous êtes puni une première fois, c'est bon, vous avez eu votre punition, vous n'êtes pas obligé de vous repunir derrière en ressassant tout ça et en y repensant et en vous faisant de plus en plus de mal. Et en plus, très généralement, plus on pense, plus on empire les choses, vraiment. Au début, c'est un petit truc de rien du tout, vous lui avez dit ça, et à la fin, vous êtes en mode oh là là, mais je suis Satan, je suis l'incarnation du diable. Ouais, vraiment, à chaque fois qu'on va rajouter une couche de pensée, on va amplifier les choses, on va se faire encore plus de mal. Et c'est vraiment comme ça que l'être humain souffre. Alors je vais pas dire bêtement, parce que en vrai, c'est même pas de notre faute si on fait ça. C'est juste qu'on a été formaté à vivre comme ça et à se mettre dans la souffrance comme ça. Et vraiment, le but de la société, c'est de nous conditionner à être malheureux. Et on nous persuade qu'on peut être heureux grâce à la société, grâce à ceci, grâce à l'argent, grâce à cela. Mais non, pas du tout. Vous prenez un riche qui est dans les pensées, tout comme je suis en train de l'expliquer, il va se faire souffrir tout pareil qu'un mec très pauvre. Vraiment, il va se faire souffrir tout pareil. Faut pas vous imaginer que l'argent va vous rendre heureux ou quoi que ce soit. Non. À partir du moment où vous pensez négativement, vous aurez du négatif en vous et vous allez ressasser et ça va pas être cool, quoi. Donc voilà, je suis parti dans des explications bien longue, mais je pense que en vrai, je vous ai fait une description juste géniale de comment fonctionnent les corps, etc. et comment on se fait du mal à nous-mêmes. Et donc, pour en revenir à cette méditation et à cette présence, pourquoi est-ce qu'on doit moins penser? Eh ben, pour moins souffrir. Si vous ne pensez pas au passé, en fait, le passé, pour arrêter d'y penser, il faut l'accepter. Et franchement, on a tous beaucoup de souffrance dans le passé. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Si vous croiserez des gens qui vous diront qu'ils n'ont pas souffert, mais c'est parce qu'ils ne sont pas confrontés à cette souffrance. Si j'ai bien compris une chose dans mon expérience, c'est que j'ai énormément souffert dans le passé, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je m'en étais jamais rendu compte. Et bouffer de la merde, c'est très facile. Mais se rendre compte qu'on bouffe de la merde, c'est autre chose. Vraiment, c'est un niveau au-dessus. Et justement, c'est ce que j'ai fait pendant toute ma vie. J'ai bouffé de la merde. Et ces 2 dernières années, en fait, je me suis rendu compte que je bouffais de la merde un petit peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Et qu'en fait, finalement, j'en avais mangé énormément, mais que je l'avais refoulé. Et donc, du coup, pour arrêter de penser au passé, vous allez être obligé, et je sais que c'est pas cool. Ouais, vraiment, c'est horrible. Je vous le dis, je l'ai vécu pendant 2 ans. J'ai fait que ça pendant 2 ans. J'ai bouffé de la remise en question et de la prise de conscience sur ce que j'avais vécu, où c'est dur, parce qu'en fait, votre souffrance, vous allez la refouler, ce qui fait qu'elle va venir se mettre dans votre corps. Si vous avez une douleur au dos, c'est parce que y a une souffrance que vous n'avez pas acceptée, elle fait pas partie de vous, mais elle peut pas disparaître, cette souffrance. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est une loi de l'univers qui fait que ta souffrance, elle peut pas disparaître. Alors tu peux la mettre de côté, tu peux l'ignorer, mais si tu l'ignores, elle va forcément se mettre quelque part. Elle peut pas disparaître comme ça en un claquement de doigts, c'est pas possible. Et donc cette souffrance, elle va venir se caler dans ton corps physique, dans ton corps émotionnel, etc. Elle va venir créer des douleurs. Et donc, si vous avez beaucoup de douleurs à beaucoup d'endroits dans votre corps, si vous avez beaucoup de souffrances refoulées. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser de ces douleurs finalement? Parce que les douleurs sont là, les souffrances sont là, mais on les accepte pas. Vous voyez, elles font pas partie de tout notre être, ce qui fait qu'elles se répercutent principalement dans notre corps de matière. Et donc, pour réussir à accepter ces douleurs, il faut les confronter. Vous avez très mal dans le bas du dos,
vous allez faire des étirements, faire des choses, vous allez essayer de vous faire mal en fait. Littéralement, vous allez ressentir cette douleur. Vous avez mal en bas du dos, et ben franchement, penchez-vous en arrière comme si vous faisiez le pont et respirez. En fait, le but, ça va être de créer de la place dans votre corps, ça va être d'accepter cette douleur. La douleur, personne ne veut la ressentir. Franchement, c'est pas cool de ressentir la douleur. Vous avez très très mal en bas du dos. Votre but, ça va être de faire le moins de choses qui vous font ressentir la douleur. Ok, vous, naturellement, vous allez éviter de vous baisser parce que ça vous fait mal au bas du dos. Vous allez éviter ceci parce que ça vous fait mal au bas du dos. Vous allez éviter cela parce que ça vous fait mal au bas du dos. Et ben, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ça peut paraître contre-productif, mais cette douleur-là, si elle est là, c'est parce que elle a besoin d'être acceptée, elle a besoin de faire partie de vous. Sinon, la douleur, elle vous ronge de l'intérieur. C'est comme ça que vous allez développer des cancers, des maladies, etc. Parce que littéralement, les cellules cancéreuses, elles viennent vous bouffer de l'intérieur. Parce que vous avez tellement refoulé de saloperies que cette saloperie, elle va venir vous bouffer de l'intérieur. La souffrance va vous bouffer de l'intérieur. C'est ça le cancer. Hein. Le cancer, il se manifeste comme ça. Et donc, pour accepter cette douleur, il faut y faire face. Il faut se la prendre dans la gueule et il faut se bouffer des tartes. Bah ouais, c'est pas cool, hein. C'est pas agréable de bouffer des grandes tartes dans la gueule et des grosses remises en question. Mais on n'a pas le choix. C'est comme ça. Soit vous laissez la douleur s'accumuler dans votre corps physique et vous allez en crever finalement. Hein. Vous allez vivre malheureux comme pas possible. Soit vous allez faire face à cette douleur, à cette souffrance et vous l'acceptez. Et alors, je sais que je dis ça, ça peut paraître tellement simple parce que moi je l'ai fait en 2 ans et j'ai bouffé tellement dans la gueule que ça paraît trop simple quand je le raconte, mais je sais à quel point ça peut être difficile pour vous de le faire et de le vivre. Et je le vois au quotidien, comment les gens ont du mal à dealer avec cette douleur, c'est très très compliqué. Mais voilà, si vous avez une douleur, la meilleure solution, c'est d'y faire face. Vous avez mal en bas du dos, vous allez faire des étirements qui justement vont vous faire mal. Le but, c'est de ressentir la douleur, c'est de vivre la douleur et de respirer cette douleur. Donc en fait, vous allez être là, vous allez faire votre étirement. On va prendre le bas du dos. Donc vous vous mettez en arrière, vous faites comme si vous faisiez un pont, vous restez debout. Sauf que vous faites comme si vous partiez pour faire le pont. Vous savez, vous penchez en arrière. Voilà, hop. Et vous le faites un tout petit peu. Hein. Le but, c'est pas de vous défoncer, que vous ayez super mal. Ne faites pas comme moi. Je suis un petit con. Vraiment, le but, c'est d'y aller en douceur. Quand vous faites des étirements, ça ne doit pas vous faire mal. Vous devez sentir que ça tire. Vous ne devez pas sentir que ça fait mal. Le but, c'est de sentir que ça tire et au fur et à mesure, vous allez avancer un petit peu plus, gagner un petit peu plus, gagner un petit peu plus et surtout respirer bien. Dites-vous que si vous êtes trop en train de tirer dessus, vous ne pourrez plus respirer. Si vous ne pouvez plus respirer en ressentant cette douleur, c'est que vous êtes trop loin. Ça ne sert à rien de le faire. Donc, si vous voulez accepter votre douleur, vous faites votre étirement. Je prends l'exemple de mettre les mains au sol. Vous faites votre étirement. Ça ne sert à rien de mettre la main à plat au sol comme je suis en train de le faire. Voilà, là, ça me fait mal. Non, je laisse le bout des doigts simplement. Là, je sens que ça tire un petit peu. Bon, je sens que je peux aller un petit peu plus loin quand même. Ok. Voilà, là, je peux le respirer sans aucun souci. Donc, ça tire bien hein, tout le long des jambes. Mais je peux le respirer. Tant que je peux le respirer correctement, je continue. Et là, je vais toucher ma tête avec mon genou justement pour aller trop loin. Et vous verrez, je vais essayer de respirer. Voilà. C'est exactement ça dont je parle. Vous ne pouvez plus respirer. Vous êtes là où... vous voyez, vous vous crispez, vous n'arrivez plus à respirer. Voilà, ça c'est vraiment la limite à ne pas franchir. C'est là où ça ne sert à rien en fait. Vous souffrez et c'est tout. Et ça ne sert à rien du tout. Donc pour accepter la douleur, pour la faire partir, ou plutôt pour l'accepter finalement, parce que cette douleur, elle fera partie de tous vos corps et pas seulement de votre corps physique, elle ne sera pas refoulée, elle fera partie de l'intégralité de vos corps, et ben voilà, vous allez respirer sur votre douleur. Donc vous allez faire votre étirement et vous respirez à l'endroit, alors bien sûr, l'air vient pas dans votre jambe, et non, simplement dans votre tête, quand vous faites votre étirement, vous respirez, tout en pensant à l'endroit où vous êtes, plutôt en étant conscient de la douleur. Vous allez focaliser, porter votre attention sur cette douleur, et pendant que vous portez votre attention sur cette douleur, vous allez respirer. Et voilà, au fur et à mesure, vous irez un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, jusqu'à ce que vous respiriez clairement, très facilement, et que vous soyez ultra détendu. Vous regardez les yogis qui sont ultra avancés, vous savez, ils arrivent à mettre leurs pieds derrière la tête, à vraiment à se tordre dans tous les sens, etc. C'est parce que ces gens-là ont vraiment
détendu toutes les douleurs, accepté tout ce qu'il y avait dans leur corps, ce qui fait qu'ils sont extrêmement flexibles, qu'ils n'ont plus aucune limitation, ils n'ont plus de saloperies dans leur corps qui les empêchent de bouger, qui créent des douleurs ou quoi que ce soit. C'est des gens ultra flexibles. Si vous voyez quelqu'un qui est vraiment super souple, si vous voyez quelqu'un qui arrive à toucher sa tête avec son genou, c'est que le mec, il a fait un énorme travail d'acceptation de la douleur sur lui. Vraiment quelque chose de monumental. Et il y a des gens qui arrivent à passer leur tête entre leurs jambes, etc. Genre un truc de fou, tu vois. C'est parce qu'ils ont fait un très très gros travail d'acceptation de la douleur et qu'ils ont libéré tous ces empêchements qui se mettent dans leur vie. C'est vraiment ça. Hein. En fait, on va vraiment manifester sur notre corps physique tout ce qui se passe dans notre vie. Votre corps physique, c'est vraiment le reflet de votre vie. Si vous avez des douleurs absolument partout, c'est que vous avez énormément de douleurs dans votre vie et que vous ne l'acceptez pas. Alors acceptez la douleur. La souffrance, elle fait partie de la vie. Les bouddhistes, ils traduisent, enfin, les gens qui ont fait les traductions des écrits bouddhistes en français, ils ont traduit dukkha par la souffrance. Et alors, c'est une traduction que je comprends, que je respecte, mais pour moi, dukkha, ça correspond à l'expérience de la vie de manière générale. Voilà, dukkha, c'est vraiment l'expérience de la vie. C'est finalement le monde. C'est vraiment ça, dukkha. C'est quelque chose que j'ai observé en méditation, qui est une bulle de cause à effet qui se déplace dans l'espace. Ça, c'est dukkha pour moi. C'est l'expérience de la vie. Et vous voyez, les bouddhistes, ils sont venus traduire l'expérience de la vie par souffrance. Parce que, eh bien oui, la vie sur Terre, la vie ici, dans la matière, c'est beaucoup de souffrance. C'est de la souffrance. On est venu ici en grande partie pour souffrir. Et donc la question, ça va pas être de se dire, ouais, mais moi je veux pas souffrir, c'est pas cool. Non, c'est pas du tout ça. Quoi qu'il en soit, la souffrance, elle est inévitable. Donc, on peut faire une seule chose, c'est l'accepter, c'est faire avec, et c'est aller de l'avant, et d'accepter la souffrance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle fait partie de la vie, on va pas la mettre sur le côté en permanence, ça sert à rien. Parce que si vous rejetez la souffrance, elle vous ronge de l'intérieur. Donc à part multiplier finalement cette douleur, ce qui est débile, hein, désolé de le dire, mais c'est débile. Pourquoi s'infliger plus de douleur qu'on en a déjà? On en a bien assez de la douleur. Donc faisons avec, acceptons cette douleur, elle fait partie de nous, elle fait partie de la vie, et c'est pas grave, franchement c'est pas grave, acceptons la douleur, c'est une part intégrante de la vie. Quand vous sortez avec quelqu'un, vous acceptez toutes les belles choses qu'il y a en elle, c'est pour ça que vous êtes avec, vous acceptez aussi ses défauts. Et ben la vie, elle est pareille. La vie, elle est pleine de beaux côtés, mais elle a aussi ses défauts, elle a aussi sa souffrance. Et ben on accepte la vie comme elle est. Et c'est pas grave, franchement, juste on est là à la cool, les gars. La vie est belle, alors vivons la vie et acceptons-la comme elle est. C'est pas grave, de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on peut que accepter la vie comme elle est, alors acceptons-la, faisons avec, et essayons de devenir plus heureux en acceptant cette souffrance, parce que ça peut paraître contre-productif, mais je vous jure sur la tête de tout ce que j'ai, et bon, j'ai pas grand-chose, je vous jure sur ma propre tête, que vous serez bien plus heureux quand vous accepterez la souffrance. Parce que la souffrance, elle fait partie de vous, elle fait partie de votre vie, donc on l'accepte, on n'a pas le choix, et voilà, et ça prend du temps, et ça prend de l'énergie, et quand vous allez libérer certains endroits, bah vous verrez dans votre tête, vous allez peut-être revivre des événements qui peuvent être forts, etc. Parce qu'en fait, si vous allez refouler, je sais pas, une souffrance par rapport à une relation, eh ben, cette souffrance-là, elle vient se mettre dans votre corps physique, mais elle garde son énergie, on va dire, elle garde ses souvenirs, etc. Et donc, du coup, quand vous allez travailler sur cette souffrance-là, par exemple, vous allez vous étirer au niveau du bas du dos, eh ben, il est possible que vous ayez des images, que vous reviviez des émotions très très fortes, etc. Souvent, quand vous allez vous étirer, vous allez ressentir les émotions que vous allez refouler. Et du coup, ça peut être très intense, etc. Et donc voilà, le but, ça va être de vous étirer, d'y aller en douceur, à votre rythme. Si vous sentez que vous pouvez y aller un peu plus fort, allez-y un peu plus fort. Mais voilà, surtout, allez-y à votre rythme. Il n'y a rien qui presse, vous avez toute la vie. Donc profitez. Faites un petit peu de travail tous les jours. Le plus important, c'est d'être régulier. C'est surtout pas de se faire une séance bien costaud et après on fait plus rien, non. C'est bien mieux d'en faire un petit peu tous les jours. Donc voilà, tous les jours, vous vous levez, bah vous faites votre yoga. Donc finalement, le yoga, c'est pas forcément faire toutes les positions, etc. Le yoga, c'est bah voilà, faire ces petits étirements, c'est aller chercher ces petites douleurs qui sont en vous. Pardon. Essayer de travailler avec, etc. Et voilà, accepter la douleur, travailler un petit peu tous les jours avec.
et essayer de fluidifier votre corps. Le but, c'est que vous soyez le plus à l'aise dans votre corps, le plus fluide dans votre corps, que vous puissiez le bouger dans tous les sens, etc. Et qu'il n'y ait pas de douleur. Si vous avez aucune douleur dans votre corps, franchement, vous êtes béni des dieux, quoi. C'est vraiment exceptionnel. Donc, je vous le souhaite grandement et je me le souhaite à moi-même aussi parce que j'y travaille tous les jours pour essayer d'être le mieux possible. Croyez-moi, j'avance plutôt bien depuis que je suis parti. Mais voilà, quoi. Il faut travailler, il faut le faire et il faut se confronter à cette douleur. Et je sais que c'est pas cool, que c'est vraiment pas drôle d'aller se confronter à la douleur, mais il faut le faire. Il faut le faire parce que ça vous rendra bien plus heureux et dans votre vie, vous irez bien mieux. Donc voilà, tout ce que je peux faire, c'est vous inviter à accepter la douleur. Et je vais en revenir à la présence parce que du coup, j'ai toujours pas fini. J'ai tendance à partir un petit peu en digression dans tous les sens. Mais au moins, j'explique tout et je n'omets rien, ce qui fait que vous pourrez potentiellement, après avoir écouté ce podcast, avoir une compréhension plus large de comment fonctionne l'être humain, de comment on fonctionne tous finalement, parce qu'on est tous des êtres humains. Et voilà, c'est également le cas pour les animaux, bon, à part pour la pensée, du coup, qui vient changer un petit peu, mais tout ce principe de cause à effet, etc., d'accumuler la douleur et tout, ça marche. Les animaux ont des émotions, etc., ça marche vraiment pour tout le monde. La seule chose qu'ils n'ont pas, c'est la pensée, en fait. Ils agissent instinctivement, les animaux, mais ils ressentent les émotions, ils ont différents corps, différents chakras, etc., comme nous. C'est pour ça que je considère les animaux au même titre que les êtres humains et que je fais des écarts en voiture pour éviter de tuer les papillons, quoi. Donc voilà. Donc du coup, pour en revenir à la présence pour terminer, donc penser au passé, c'est fini en fait. Une fois que vous avez accepté votre passé, que vous allez accepter vos douleurs du passé qui créent la personne que vous êtes aujourd'hui finalement, eh bien vous arrêtez de penser au passé. Et ça, c'est vraiment, c'est waouh. Je vous jure, je pense jamais à mon passé. C'est extraordinaire, vraiment, c'est un plaisir fou parce que je me fais plus de mal. Vraiment, je ne me fais plus de mal. Si vous avez accepté toute votre douleur passée, ou du moins une grande partie, vous arrêtez de penser au passé et donc vous arrêtez de vous faire du mal. On en parlait tout à l'heure, hein, on se fait du mal avec nos pensées. Vous arrêtez de vous faire du mal par rapport à votre passé. Voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, ça va être du coup le futur. Comment est-ce qu'on fait pour arrêter de penser au futur? Et bien ça va être un petit peu particulier parce qu'en fait, le futur, on peut se projeter, vraiment on peut se projeter dans le futur, ou bien on peut avoir des pensées qui sont à la limite de la présence en fait, mais qui ne sont pas présentes, où en fait vous allez alimenter votre esprit avec tout un tas de choses, vous allez écouter, vous allez sentir, etc. Et du coup, dans votre tête, principalement ce que vous écoutez, hein, vous allez avoir des pensées. Vous écoutez de la musique, enfin moi je sais que j'écoute de la musique, dans la journée, même 2-3 jours après, je vais entendre cette musique dans ma tête, quoi. Vraiment, ça va générer des pensées. Donc ce avec quoi vous vous alimentez aujourd'hui, ça reviendra dans votre tête demain, quoi. En fait, le but du bouddhisme, c'est vraiment d'arrêter d'alimenter votre esprit, d'arrêter d'alimenter votre intellect, d'arrêter d'alimenter vos pensées, parce qu'en fait, vos pensées, ce sont des réactions à ce qui se passe dehors, finalement, hein. Donc, vous pensez au passé, vous pensez au futur, vous vous projetez, mais vous pensez également en réaction à ce qui se passe dehors. Bam, je vois cette chaise, bam, oh, c'est une belle chaise, bam, c'est une réaction, ma pensée est une réaction à ma perception de la chaise. Donc je perçois la chaise et je vais penser c'est une jolie chaise. Voilà, ça c'est une pensée, c'est un jugement qu'on pourrait qualifier de presque présent. Donc voilà, on n'est pas dans la présence, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, il y a des pensées à peu près présentes qui sont des pensées de réaction à ce qui se passe dehors. Et du coup, le but, ça va être d'arrêter d'alimenter votre esprit avec de la merde. Parce que si vous alimentez votre esprit avec de la merde, derrière, vous allez avoir des réactions de merde dans votre tête. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Par exemple, vous allez regarder les informations à la télé, vous allez vous alimenter avec il y a la guerre, il y a le Covid, il y a ceci, il y a cela, que du négatif. Derrière, quelles vont être les réactions dans votre tête? Quelles vont être les réactions dans votre esprit? Bah, du négatif, c'est logique en fait. Plus vous bouffez du négatif, plus vous avez du négatif à l'intérieur de vous, parce que justement vous l'avez avalé, c'est comme si vous mangez quelque chose que vous digérez mal, bah voilà, votre corps il va mal digérer, il va faire, il va pas être content. Bah c'est exactement pareil dans votre monde des idées, hein. Si vous alimentez avec de la merde, vous aurez de la merde dans votre tête. C'est inévitable et c'est pour ça, déconnectez-vous des réseaux sociaux, c'est de la merde. Ça ne fait que vous alimenter avec des conneries
franchement, déconnectez-vous des réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors moi le premier, hein, je vous jette pas la pierre, attention, hein, j'ai été très très accro à tout ça, etc. Mais justement, parce que j'ai été accro et parce que je me suis rendu compte que ça me rendait malheureux, que ça générait plein de pensées, en particulier du négatif, etc., que ça génère surtout du désir, je suis le mieux placé pour comprendre à quel point ça génère de la merde en nous. Vraiment, ça donne mal au crâne, ça nous déphase. Et en fait, le fait de s'alimenter avec des informations, ça nous fait penser de plus en plus. Plus vous vous alimentez, plus vous pensez. Plus vous pensez, moins vous êtes présent. Moins vous êtes présent, moins vous êtes objectif. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est que de la logique, hein. Tout ce que je vous dis, c'est de la logique. C'est des choses que vous pouvez observer par vous-même, que vous pouvez comprendre par vous-même. Je ne vous invite pas à me croire sur parole, je vous invite à faire votre propre expérience. Tout ce que je vous dis, vous pouvez en faire l'expérience, vous pouvez en prendre conscience par vous-même. Et c'est voilà, je vous invite surtout pas à me croire, je vous invite à faire votre propre expérience, à observer votre propre esprit dans la présence du coup, pour vraiment voir comment est-ce que vous fonctionnez. C'est le but. Et donc si vous voulez être objectif, si vous voulez justement être plus proche de ce regard intérieur, de ce chakra du troisième œil, si vous voulez ce que les gens aiment bien appeler ouvrir votre troisième œil, en fait, c'est pas une question d'ouvrir votre troisième œil, c'est plus une question de limiter la manière dont vous alimentez votre esprit, d'arrêter de vous alimenter avec de la merde et de commencer à vous alimenter avec des bonnes choses. Prenez des lectures de sagesse orientale, de sagesse arabe, peu importe. Lisez des choses qui sont pertinentes, des choses qui vont vous amener à évoluer, qui vont vous inspirer. Lisez des histoires joyeuses, écoutez de la musique qui pétille, quoi, où il y a une vraie vibe, où vous pouvez danser dessus, etc. Je vais prendre cet exemple. Quand j'étais gamin au collège avec Hugo, bisous à toi Hugo, on adorait écouter des sons style Rizza et Ma2X. C'est des gros sons de déprime de lover. Vous voyez, on était en déprime amoureuse et on écoutait de la musique ultra triste d'amour, etc. Ce qui fait qu'on était 20 fois plus dans cette déprime amoureuse parce qu'on s'alimentait avec de la déprime amoureuse. Si tu t'alimentes avec de la déprime, si tu penses beaucoup à ça va pas, etc., et bah bam, automatiquement en toi, les réactions émotionnelles, etc., c'est de la déprime, c'est de la tristesse, c'est oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire sans elle, c'est de la dépendance affective, etc., etc. Arrêtez de vous alimenter avec des musiques tristes, arrêtez de vous alimenter avec des choses qui sont négatives pour vous. Si vous n'allez pas bien, écoutez des musiques positives. Je vous jure que ça va influencer votre mindset. Vous allez être en mode putain, mais en fait ça va quoi. C'est juste la musique qui me rend triste. Écoutez de la musique qui pète, qui pétille, qui bouge dans tous les sens. Vous allez péter, pétiller et bouger dans tous les sens. Vraiment, la manière dont vous vous alimentez va créer la personne que vous êtes. Si vous vous alimentez en permanence avec du négatif, vous serez dans le négatif. C'est inévitable. C'est inévitable. Inévitable. C'est comme ça, c'est de la logique. On est dans le principe du monde de cause à effet. Si y a une cause négative, elle a un effet négatif. S'il y a une cause positive, elle a un effet positif. C'est de la logique. Alimentez-vous avec du positif. Arrêtez de regarder des choses négatives sur les réseaux sociaux. Arrêtez de regarder des machins sur les millionnaires parce que ça va stimuler votre désir d'argent et vous allez finir par vous dire « Ah mais regarde-le, lui, derrière sa caméra, il est super heureux, il conduit une Ferrari, il est heureux. Si moi je conduis une Ferrari, je serai heureux, c'est logique. » Ben non, pas du tout en fait. C'est juste parce que vous allez vous alimenter avec ça, vous allez vous persuader que ça c'est vrai. Et derrière, ça va devenir vrai pour vous, ça va devenir votre réalité. Et du coup, vous vous direz que être riche égale bonheur. Parce que vous voyez des gens sur Internet qui sont riches et heureux. Mais moi, je suis sûr que je suis tout autant, voire plus heureux que ces riches, alors que je n'ai pas du tout d'argent. Pourquoi ça? Simplement parce que je vis. Je ne suis pas dans le paraître, je ne suis pas dans l'illusion, je ne suis pas dans le désir, je suis juste dans la vie. Je suis là tout de suite maintenant, je vis. J'apprécie la vie comme elle est, je la prends comme elle est. S'il m'arrive de la merde, c'est parce que c'est comme ça, c'est la vie et je l'accepte. Et c'est pas grave, c'est cool, c'est même très cool, tu vois. Il n'y a pas de souci, juste c'est la vie. Je l'apprécie comme elle est. Et vous voyez cette confiance, cette foi que j'ai en la vie où je pars à travers le monde sans argent, sans rien du tout. Et je sais que ça ira. Pourquoi est-ce que je sais que ça ira? Non pas parce que j'ai de l'argent et que je pourrais acheter à manger, etc. Non, juste parce que j'ai confiance en la vie et je sais que si je suis reconnaissant envers la vie, la vie m'apportera ce dont j'ai besoin. Elle m'apportera sa reconnaissance et je sais que ça ira. Et c'est pour ça que j'ai une foi mais immense en la vie et en l'humanité qui fait que j'ai les couilles, parce qu'il faut des couilles, hein, soyons honnêtes, j'ai les couilles de partir dans le monde, traverser la planète, enfin la moitié de la planète, à pied,
sans argent, sans rien, dans le froid, et il n'y a pas de souci, et ça va. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que j'ai la foi, parce que je sais que la vie est belle, parce que je sais que si je vais bien, que je m'alimente correctement et que je fais les bonnes choses, et ben derrière, j'aurai les conséquences positives. Si je suis là tous les matins, je fais ma méditation, je fais mon yoga, je lis un petit peu de lecture bouddhiste positive, ben pourquoi est-ce qu'il m'arriverait du négatif dans ma journée? Pour quelle raison est-ce qu'il y aurait du négatif dans ma journée? Pour aucune raison. Si je ne m'alimente pas en négatif, si je ne mets pas de conséquences négatives à l'intérieur de moi, enfin de causes négatives, il n'y aura aucune conséquence négative. Et donc si tout ce que je fais dans ma vie est positif, et ben tout ce que je recevrai sera positif. C'est aussi simple que ça, c'est juste de la logique, mais cette logique, eh ben, il faut la comprendre, il faut se détacher de tous nos préjugés, de tous nos préconçus qu'on a eus, que la société nous a inculqués, et c'est pas de notre faute, hein, c'est vraiment pas de notre faute, c'est vraiment la faute de la société qui nous a formatés comme ça. Et donc voilà, cherchons à être présents, objectifs, détachons-nous de ces préjugés, de ces préconçus, et juste faisons les choses justes. Soyons justes avec nous-mêmes. Soyons positifs. Alimentons-nous avec du positif. Et derrière, on recevra du positif. Et la vie sera belle. Et vous kifferez votre vie autant que je la kiffe. Et franchement, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Si un jour vous êtes aussi heureux que je le suis moi-même, là tout de suite, à l'instant présent, mais waouh! Franchement, mais je serais tellement heureux pour vous, vraiment. Ça me rendrait tellement heureux d'arriver à rendre les gens aussi heureux que je le suis. C'est mon but. Et pourtant, j'ai souffert énormément et j'ai beaucoup de souffrance à l'heure actuelle en moi et je l'accepte. Mais c'est cette souffrance qui m'a permis d'en arriver là aujourd'hui et de l'accepter. Et ben, ça me rend bien plus heureux. C'est vraiment contre-productif dans l'idée comme ça. Et pourquoi est-ce que la souffrance nous rendrait malheureux? Si on l'accepte et que c'est comme ça et qu'on dit ok, bah t'es là, bah ok. Bah très bien, t'es là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme un petit défaut chez ton conjoint. Bon bah il est là, ok, tu fais avec. Puis au bout d'un moment, tu t'y habitues. Une fois que t'es habitué à ce petit défaut, une fois que t'es habitué à la souffrance, et bah tout va bien finalement. C'est cool, la vie est belle. Donc voilà, kiffons et arrêtons de nous alimenter avec du négatif. Alimentons-nous avec du positif et derrière, on recevra du positif. Je sais, je me répète, mais c'est cette répétition à l'intérieur de vous qui font que ça va que vous allez... Ouais, c'est ça, ça va s'inscrire en vous. Et une fois que ce sera inscrit, ce sera naturel et vous serez à la cool, quoi. Vous serez comme moi et vous vivrez l'instant présent et vous arrêterez de penser au passé parce que vous aurez accepté votre passé. Vous arrêterez de penser au futur parce que, bah, voilà, vous comprendrez que ça sert à rien de se projeter. L'avenir, personne ne le connaît. On ne peut pas savoir ce qui va se passer demain. Même Jésus-Christ, je pense pas qu'il savait ce qui se passait le lendemain. Tu vois, genre vraiment, comment est-ce que tu peux savoir ce qui va se passer demain? C'est impossible. Tu peux avoir des visions, des machins, des bidules, mais non, même, ça sera jamais juste à 100%. Essayez d'imaginer comment va se passer votre journée. Je vous jure que vous êtes incapable d'imaginer précisément chaque chose qui va se passer en vous, chaque réaction émotionnelle, chaque ceci, chaque cela. Vous n'êtes pas capable d'imaginer précisément votre avenir. C'est impossible. C'est impossible de connaître l'avenir. Je pense qu'on sera d'accord tous là-dessus. Personne ne connaît l'avenir. Bien. Maintenant qu'on est d'accord là-dessus, à quoi ça sert de penser à l'avenir si vous ne pouvez pas savoir? En fait, à part perdre du temps, à part vous créer des attentes qui ne seront probablement pas... auxquelles vous répondrez certainement pas, bah, ça sert à rien de penser au futur, en fait. Vraiment, penser au futur, c'est se projeter. Et se projeter, c'est avoir des déceptions dans le futur. Parce que si vous vous projetez, vous serez forcément déçu, puisque ça ne se passera jamais comme vous l'imaginez. Donc, arrêtez de vous projeter, arrêtez de vous dire « Oh là là, j'ai envie de sortir avec elle, j'ai envie de devenir millionnaire, j'ai envie de monter cette entreprise, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. » Non. Vivez votre vie et vous verrez bien où ça vous mène. De toute façon, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, ça ne créera pas le futur. C'est pas parce que vous imaginez une chose qu'elle va arriver. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous voulez que quelque chose arrive, eh bien vous agissez là tout de suite maintenant, dans le présent, pour engendrer les conséquences, pour obtenir ce que vous voulez. Vous voulez obtenir une tasse, comment est-ce que vous faites? Vous n'allez pas penser « Oh là là, je veux une tasse ». Si vous pensez pendant 10 heures « Je veux une tasse », elle ne va pas apparaître devant vous. C'est pas magique la vie. Non, si vous voulez une tasse, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous vous levez, vous ouvrez le placard, vous prenez la tasse, vous revenez vous asseoir. Vous avez fait l'action qui vous a permis d'obtenir ce que vous voulez. Mais cette action-là, vous la faites dans le présent. Vous ne pensez pas « Oh là là, si je veux une tasse, il faut que je me lève, que j'aille la chercher, machin. » Non, vous le faites naturellement, vous le faites dans le présent. Vous vous levez, hop, je me lève, j'y vais, j'ouvre le placard, je fais l'action là tout de suite maintenant de prendre la tasse,
Et voilà, j'ai la tasse. Comment j'ai obtenu la tasse? Parce que j'ai fait les actions qui m'ont permis d'obtenir cette tasse. Pour aucune autre raison, j'ai obtenu la tasse. C'est uniquement pour ça que j'ai obtenu la tasse. Voilà. Si vous voulez quelque chose dans la vie, eh ben vous levez votre cul et vous allez le chercher. Vous arrêtez de penser, oh là là, je veux ceci, je veux cela, je veux ceci, je veux cela. Non, tu lèves ton cul, tu te bouges, tu fais ce qu'il faut pour obtenir ce que tu veux. C'est comme ça qu'elle marche la vie, c'est pas autrement. C'est pas en pensant qu'on obtient ce qu'on veut. Il faut agir pour obtenir ce qu'on veut, et pour agir, eh ben ça se fait dans le présent. Tu peux pas agir demain, tu peux pas agir hier. C'est maintenant que tu agis. Demain tu le penses, hier tu t'en souviens, là tout de suite, tu le vis, tu agis. Et ben voilà. La vie c'est simple, la vie c'est être présent, c'est agir, c'est accepter son passé, c'est arrêter de se projeter dans le futur, c'est juste vivre là tout de suite maintenant. Et si tu veux quelque chose, eh ben tu vas le chercher. T'attends pas gentiment que ça arrive tout seul, parce que ça n'arrivera pas tout seul. Tu vas le chercher. C'est comme ça que tu obtiens ce que tu veux dans la vie. Et une fois que tu as compris ça et que tu le mets en pratique, tu peux obtenir tout ce que tu veux. Littéralement, tu peux obtenir tout ce que tu veux. Parce que tu comprends comment fonctionnent les mécanismes du monde, parce que tu comprends comment obtenir ce que tu veux, et voilà, tu le fais, parce que tu as compris comment ça marchait, et que maintenant tu es capable, tu sais que tu as la possibilité de le faire, donc tu le fais. Voilà, c'est tout. Ensuite, on a du coup le chakra de la couronne, et voilà. Le chakra couronne, je vais pas spécialement en parler, parce que c'est quelque chose que je préfère ne pas dire. Disons que c'est propre à chacun, c'est libre d'interprétation, et moi-même, n'ayant pas fait l'expérience, enfin j'ai fait l'expérience du divin plusieurs fois, etc. Mais disons que je ne suis pas encore ouvert à mon chakra couronne, je ne suis pas encore connecté vraiment à... Voilà, on le voit, Jésus-Christ, il a un petit rond au-dessus de la tête, vous savez, sa couronne. Là. Et tous les êtres éveillés, vous allez dans les églises, vous regardez, tous les êtres éveillés, ils ont des couronnes au-dessus de leur tête, des couronnes de lumière. Ça, c'est le chakra couronne, c'est, on va dire, l'ouverture au divin. C'est vraiment la connexion pure et intime avec le divin. C'est la connaissance, c'est le grand tout, quoi. Et je ne peux pas prétendre être à ce niveau-là à l'heure actuelle, du moins pas tous les jours, même s'il m'arrive d'atteindre ces états divins. Je ne le vis pas quotidiennement, et donc je ne peux pas me permettre de vous dire à quoi ça correspond, parce que tout simplement, je ne le sais pas vraiment, je suis en train de le découvrir, c'est ma quête, c'est ce que je cherche dans la vie actuellement, c'est justement cet accès au divin, au supérieur, à ce qu'il y a au-dessus de moi, ce qu'il y a au-dessus de l'ego, ce qui représente finalement le grand tout, c'est ce que je cherche à découvrir, à comprendre, c'est vraiment le but de ma quête, c'est d'avoir cette ouverture du chakra de la couronne, de le laisser m'irriguer et de devenir un canal pour Dieu, que tous mes corps ne soient juste que l'expression de Dieu, voilà, c'est ça vraiment mon but dans la vie. Et donc du coup, je ne vous dirai pas à quoi ça correspond, parce que je ne le sais pas, tout simplement. C'est très simple. Donc voilà. Voilà pour ce qui est des corps et tout, dont malheureusement Mélissa n'a pas eu la chance d'avoir une explication aussi propre et détaillée que ce que je viens de vous faire, mais elle écoutera ce podcast, et comme ça lui remémorera un petit peu tout ce que je lui ai dit, et ça permettra de l'ancrer mieux en elle. D'ailleurs, ce podcast, je vous invite à le réécouter, parce que, bon bah là voilà, je vous l'explique comme ça, même si j'ai cette faculté de vulgariser des choses qui peuvent paraître compliquées, et les rendre très simples et très compréhensibles pour le commun des mortels. C'est quand même pas quelque chose qu'on saisit comme ça, c'est tout un concept qui est assez difficile à saisir et à comprendre, et donc je ne peux que vous inviter à réécouter, et éventuellement à utiliser un support visuel, hein. Vous trouvez un machin des 7 chakras, etc., pour voir un petit peu comment c'est fait, où est-ce qu'il se situe, etc. Et voilà, je peux que vous inviter à le faire avec un support visuel. La seconde fois, la première fois, vous le faites vraiment dans votre tête. Vous essayez de voir dans votre tête, de ressentir en même temps dans votre corps, etc. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. Mais voilà, la deuxième fois, du coup, vous pouvez le faire avec un support visuel, ou bien la première fois, hein. Et après, refaites-le une troisième fois, vraiment en essayant de percevoir dans votre corps. Vous fermez vos yeux, et quand vous écoutez ce que je dis, vous le voyez, vous le visualisez, vous le ressentez. Vous êtes conscient. Voilà, ne voyez pas, soyez conscient. Alors ça va prendre du temps de développer cette conscience, mais voilà, concentrez-vous sur le son de ma voix, réécoutez ça, et au fur et à mesure que j'explique, essayez de voir dans votre tête, de le percevoir. C'est pas de l'imaginer, c'est vraiment d'en être conscient, de vivre la chose que je vous explique. C'est vraiment comme ça que je vous invite à le voir. Là, ce que je viens de vous décrire, c'est littéralement le fonctionnement de l'être humain
non pas dans son intégralité, mais franchement dans une grosse partie. Genre là, vraiment, je viens de vous faire un cadeau de fou, parce que moi, je me suis bien cassé le cul avant de comprendre tout ça, hein. Vraiment, ça a été waouh. C'est du travail de comprendre ça, hein. C'est balèze, hein. Franchement, ça m'est pas arrivé du jour au lendemain. Donc, si ça peut vous aider à avancer plus vite et à mieux comprendre comment est-ce que vous fonctionnez, j'ai réussi mon objectif et c'est tout bonnement génial. Donc, pour en revenir à notre petite histoire, parce qu'à la base, on était quand même chez Mélissa, tranquillement sur le canapé, en train de discuter avec elle. Donc voilà, il y avait ce petit porte-vue avec lequel donc je lui ai expliqué tout ce que je viens de vous expliquer. Bon, je lui ai expliqué bien moins détaillé, mais voilà, je lui avais déjà expliqué une première fois, de toute façon, quand on était tous les deux chez moi et tout. Et là, voilà, je suis revenu dessus. Je pense qu'elle va écouter ce podcast, donc ça va lui permettre de revoir le truc, mais en beaucoup plus complet, en amélioré, ce qui fait que elle va finir par intégrer ça petit à petit et elle pourra l'appliquer derrière dans sa vie et c'est tout bonnement génial. Et donc voilà, du coup, j'étais avec Mélissa, on a passé notre soirée tranquillement. Ce soir-là, on est allé faire... je lui ai fait essayer le râpé aussi, qui est un mélange de tabac et de cendres de plantes médicinales d'Amérique du Sud, en fait, qui est préparé par des tribus au Brésil. Donc c'est quelque chose qu'on envoie dans le nez comme ça un grand coup. Et alors moi j'avais oublié que ça faisait mal parce que j'ai l'habitude de le faire et du coup ça ne me fait plus mal du tout, mais du coup je l'ai fait à Mélissa et ça lui a fait un gros remue-ménage, ça lui a brûlé tout le nez, etc. Mais j'avais oublié que ça faisait ça en fait, mais c'est vrai après coup je m'en suis rappelé. Je suis désolé Mélissa, vraiment je suis désolé, j'étais peut-être un peu brusqué, tu vois, tout à l'heure quand je parlais de regretter d'avoir dit des choses à certaines personnes, je pensais à toi parce que ce jour-là c'est vrai que j'ai été un peu cru, je t'ai dit les choses comme je les pensais, même si je me suis beaucoup limité. Mais voilà, du coup, on aura beaucoup parlé avec Mélissa, d'elle particulièrement, de son expérience. Et je lui aurais envoyé ce râpé avec l'intention de faire partir les voiles, l'illusion et qu'elle crache ses démons, ce qui est littéralement ce qu'elle a fait, du coup, parce que ça l'a amené à vomir, etc. Mais c'est ce qui se passe très souvent avec l'utilisation du tabac médicinal, hein. Vous crachez vos démons, littéralement, vous les vomissez en fait. Et j'avais oublié ça aussi. Je te jure que j'avais oublié. Donc je suis désolé, ça a été un petit peu violent pour toi ce jour-là, mais voilà, un peu de violence, ça fait jamais de mal. Puis voilà, j'ai un petit peu regretté après d'avoir été aussi abrupt avec toi et de t'avoir dit des choses assez objectivement. Donc voilà, je suis désolé si j'ai pu te brusquer. Mais je pense que c'était un mal pour un bien et que ça ne va faire que te permettre d'améliorer et d'évoluer par la suite. Et donc, c'est tout ce que je recherche. Et c'est un plaisir, en tout cas, d'avoir passé cette journée avec toi. Elle était vraiment géniale. Vraiment, j'apprécie ta compagnie profondément. Et sans arrière-pensée. Et c'est ça qui est vraiment génial. Mais voilà, du coup, après, on est allé au petit Inter. J'ai proposé au coloc de faire des tacos. Donc j'ai appelé Karim qui a bossé dans le meilleur tacos de Limoges. Il m'a donné la recette de la sauce fromagère, j'étais aux anges. Puis voilà, j'ai fait des petits tacos qui étaient franchement très 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 bons. On a bien mangé. Et puis voilà, après on est allé se coucher tranquillement et on est arrivé au jour 3 du coup que je vous ai expliqué juste avant. Donc vous avez déjà le jour 3. Et puis voilà, donc du coup j'en étais voilà, où je rejoignais Dylan. Donc voilà, jour 3, je pars de chez Mélissa en bus de Flumet jusqu'à Megève, où je rejoins mon ami Dylan qui sort du travail. Et vous aurez la suite dans le prochain épisode. Allez, la bise.